on va passer du coup, maintenant que vous avez bien le pilote en tête, à la discussion sur... Alors, on a 4 parties. L'écriture pure, donc là, on va discuter vraiment de l'écriture. Le scénariste à l'épreuve du plateau et du coup des autres postes, donc la réalisation, mais aussi tous les autres postes de plateau. Et ensuite, les relations producteurs-diffuseurs et enfin le bilan de l'expérience, ce que Fanny a tiré du coup de cette expérience de série. Donc Fanny, tout le monde te connaît, mais on va quand même donner quelques infos sur toi. Tu es née à Toulon, ton père est entraîneur de rugby. Tu as fait toi-même du volley à très haut niveau puisque tu as fait partie de l'équipe de France junior de volleyball. Voilà, tu une grande sportive, donc faites sport-études pour devenir scénariste. Les écoles de scénario, ça ne sert à rien. Tu as fait des études de lettres prépa, puis Sciences Po, puis la London Schools of Economics. Et tu as aussi été comédienne pendant 6 ans, avant de te consacrer pleinement au scénario. Et tu as été membre fondatrice du SAS, un collectif très connu qui rassemble beaucoup de scénaristes à succès en France aujourd'hui. Tu as aussi fait partie des scénaristes qui ont eu la chance d'être mentorés par Frédéric Crévin sur Le Village français, une belle école pour de nombreux scénaristes très très connus aujourd'hui. Tu as travaillé sur 3 saisons. Et après, évidemment, 10%. 10% récompensé au Golden Globe de Cristal en 2018 et en 2019. Et bien sûr, Drôle sur Netflix l'année dernière. Et tu étais aussi présidente du Festival Cannes Série. Donc bravo. On va commencer assez simplement avec quelques chiffres. Un pilote, c'est beaucoup de travail. Et combien de versions à chaque étape d'écriture, par exemple, ça t'a pris pour aboutir à un pilote comme celui qu'on vient de voir ? Alors, on parle que du pilote, on parle pas de la Bible et tout ça. Le pilote, alors, les échéances, c'était toujours la même chose. C'était, d'abord, il y a eu les arches. On a fait 2 versions d'arches. Après, on est passé directement sur le pilote à une espèce de traitement assez long. On n'a pas fait un petit synopsis, ni un séquencier. En fait, nous, on regroupait ces 2 étapes tout de suite. Donc, c'est un document qui fait une vingtaine de pages, qui décrit vraiment le déroulé de l'histoire. Ça, on en faisait en général 2 versions. Et après, on passait au dialogué. Et le dialogué, vous voyez, je vous envoyais la V8. Bon, la V8, c'était vraiment la version de tournage. Mais donc, ouais, il y a eu quand même pas mal de versions. Mais c'est vraiment au dialogue qu'on fait le plus de versions, en fait. Avant, on essaye d'enchaîner, on intègre les notes et on passe à l'étape d'après. D'accord. Et par exemple, est-ce que tu utilises un outil comme Final Draft ou pas ? Oui. Ouais. Parce que ce qui m'a frappé dans la lecture du pilote, c'est que c'est pas du tout présenté en Final Draft. Alors est-ce que tu le formates ? Parce que c'est un détail, mais c'est juste, ça ressemble pas. Mais parce que je trouve ça hyper laid. Non, c'est vraiment un truc, c'est esthétique. Ouais, j'aime pas du tout Courrier New, donc je trouve ça moche. Je sais pas, ça fait une vieille machine à écrire. Je sais pas, je trouve ça vieux. Et du coup, moi j'ai ma typo que j'aime bien, et du coup, on modifiait juste ça, mais pour le plaisir de lecture. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta phase de recherche sur ce projet pour approcher ton arène du stand-up ? Alors, je vais quand même un tout petit peu remonter pour la généalogie, d'où ça vient Drôle. Quand j'arrête 10% après la saison 3, j'ai pris vraiment du temps off parce que j'étais vraiment cramée, j'étais en burn-out. Donc j'ai laissé passer un peu du temps, j'ai pas du tout écrit pendant 1 an. Genre vraiment, je fais un rejet de mon clavier, j'écrivais que des mails, mais c'est tout, impossible de réfléchir à quoi que ce soit. Alors que tu devais être harcelée. Après, je faisais des rendez-vous, je rencontrais des gens et rien ne m'intéressait parce que j'étais trop vide d'énergie, de force, d'envie en fait. Donc j'écoutais les gens parler de trucs, je disais non, je crois pas. Et voilà, et à ce moment-là, Netflix, ils sont venus me voir. Donc Damien Couvreur, qu'il se trouve par ailleurs, je connaissais parce que quand j'ai travaillé sur Les Bleus, il y a longtemps, au tout début, quand j'étais jeune auteur, donc j'ai bossé cette série qui s'appelait Les Bleus sur M6, vous vous souvenez peut-être, comédie policière. Damien était jeune producteur chez Sipango, la boîte qui produisait Les Bleus. Moi, j'étais jeune auteur, lui jeune producteur. Donc on a un peu une histoire ancienne. On n'était pas potes, mais on se connaissait en fait. Donc quand j'arrête 10%, voilà, ce temps un peu de jachère et de rien du tout, il a été assez malin. Et d'ailleurs, au passage, c'est le seul qui a fait ça. Ce qui est un peu fou quand on y songe, c'est-à-dire que France Télé, par exemple, quand j'ai dit que j'arrêtais 10%, ils sont pas venus me dire « Bon, mais viens, on pense à autre chose, ou prends ton temps, mais quoi ?» Non.
Enfin, il y a vraiment que Netflix qui a fait ça. Après, c'est une autre tradition. Ils sont américains dans leur manière de le faire, mais faut quand même le dire, quoi. Et ça se fait en fait encore assez peu que des diffuseurs viennent prendre un auteur, un bon auteur, en lui disant, on a vraiment envie de travailler avec toi. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand même, il se trouve que le désir, ça entraîne du désir aussi quand les gens vous montrent qu'ils veulent vraiment bosser avec vous. Et donc, ils m'ont fait cette proposition qui était assez belle et qui se faisait aussi très peu à l'époque, qui était, on te sécurise pendant 6 mois. Donc, c'est pas un gros first look deal, mais enfin, ça s'appelle quand même comme ça. Donc, pendant 6 mois, tu es bien payé pour réfléchir et en gros, tu nous dois 3 idées, 3 pitchs. Donc, j'ai réfléchi. La ligne de Netflix, on y reviendra, parce que ça va un peu imprégner tout ce qu'on va dire sur le pilote, et sur cette série, sur Drôle. Mais j'avais un tout petit peu peur. À la fois, j'étais hyper excitée parce que c'est Netflix. Ils arrivaient en France, ça sentait bon, ça faisait un peu gros. On se disait, puis c'est une audience beaucoup plus jeune, donc on va pouvoir avoir des nouvelles thématiques, une autre manière de raconter les histoires par rapport un peu à notre vieille télé classique française. C'était le début des plateformes. Donc voilà, c'était le début des plateformes, donc c'était excitant. Et en même temps, je sentais quand même que Netflix, leur ligne a été quand même pas très claire. Je sentais poindre, et encore plus maintenant, je trouve, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais il y avait un petit côté un peu de TF1 pour les jeunes quand même. Ça sentait un peu ça, mais c'était pas non plus clair, tu vois. Donc je me suis un tout petit peu interrogée, est-ce que je vais y être bien ? Après, c'est pas un jugement, c'est pas je les aime pas ou quoi, c'est juste est-ce que moi, ce que j'ai à développer, est-ce qu'on va s'entendre bien ? Mais finalement, je me suis dit, allez, vas-y, c'est chouette, j'ai rien à perdre. Bon, voilà. Donc, 6 mois de réflexion. Je leur propose un premier truc qui était une adaptation d'un roman qui s'appelle Dans la forêt. Alors, c'est un peu drôle. C'est vraiment un roman où il y a 2 personnages, 2 sœurs qui vivent dans la forêt, qui ne se parlent pas. Bien pour les dialogues, ça. Et qui vraiment vivent dans la nature. C'était vraiment une réaction, tu vois, genre à ce que j'avais fait avant, et genre on va être dans le silence. C'était pas drôle du tout. Et ils l'ont lu, ils m'ont fait, ouais, c'est pas inintéressant, mais sinon t'as quoi d'autre ? Et donc voilà, je me suis dit, je vais pas jouer à la folle non plus. Mais c'était un peu drôle de faire ça quand même. Et là, il se trouve que je vais un peu par hasard dans un comedy club pour la première fois. Parce que je connaissais un peu le stand-up, mais pas tellement bien. En vrai, j'étais allée voir un peu Jean-Blanche Gardin, j'ai vu un spectacle de Fary, je connaissais les anciens, Jamel, Gad Elmaleh, mais pas la nouvelle scène un peu jeune des comédie clubs. Et donc, je vais dans ce comédie club et j'ai eu une espèce de choc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une arène incroyable. Juste déjà ce lieu, donc j'étais au Paname, les petits bancs, c'était le Paname ancienne génération, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous y êtes allés, maintenant ils ont fait tout bien, tout joli, parce qu'ils ont fait leur émission de télé, tout, mais à l'époque c'était vraiment la vieille cave, qui sent un peu des pieds. Et donc voilà, je vois 6 humoristes hyper différents qui passent, des filles, des garçons, toutes les couleurs de peau, jeunes, mais tous les milieux socioculturels, toutes les origines. Et je me dis, mais c'est génial en fait ce truc. Et chacun vient raconter des blagues, mais qui sont quand même hyper personnelles, qui racontent un truc sur leur vie. Je sors du truc, je me dis, mais ils vont où là ? Ils font quoi ? Qui sont ces gens ? Et donc, ça m'intéresse. Et là, j'ai une espèce un peu de déclic. Je réfléchis un peu et très vite, du coup, je dis à Damien, en fait, j'ai une idée, un truc sur le stand-up à Paris, cette scène-là, ces jeunes-là, parce que j'ai un petit peu discuté quand même avec les gens en sortant. Donc, je comprends qu'il y en a qui vont aller jouer dans 2 ou 3 autres clubs pendant la même soirée. Et ça me fascine un peu. Et puis, c'est des auteurs. Et donc, il y a un truc aussi sur l'écriture, l'expression de soi, ça me touche. Vraiment, tous, j'avais envie de les prendre dans mes bras, même s'il y en avait qui étaient un peu faibles. Mais ceux qui réussissent à me faire rire, comme on le sait tous, c'est un cadeau quand même de faire rire les gens. Donc, vraiment, j'avais un attachement à eux, tout de suite, une tendresse pour eux. Et puis, bon, je sentais aussi, ils sont plus jeunes que moi, donc un intérêt aussi pour ça. Et donc, je me dis, OK, il y a un sujet là, c'est super, c'est une arène super. J'en parle à Damien, il me dit, OK, vas-y, creuse, fonce. Juste à l'oral comme ça, au téléphone. Ouais, voilà, juste, ça m'intéresse, qu'est-ce que t'en penses ? Et il me dit, ouais, c'est une très bonne idée, c'est très Netflix compatible, c'est super, vas-y. Donc voilà, donc là, ça y est, ça commence à se mettre en place. Je propose à quelqu'un qui s'appelle Hervé Lassins, qui se trouve être un ami à moi, qui n'est pas scénariste, mais qui est acteur, avec qui j'ai une relation d'amitié artistique depuis très longtemps. On parle beaucoup, il est très sériephile, il connaît plein de trucs. Et je me dis, juste pour défricher au début, je ne vais pas prendre forcément un co-auteur. J'ai envie d'être dans la pièce avec lui, je lui fais confiance, je me sens bien, et ça va être mon sparring partner, et on va
on va commencer à défricher et parler de ça. Et donc, on a commencé le travail tous les deux. Donc, je l'ai imposé à Netflix. Je dis, bon, bah voilà, vous le connaissez pas, il sort de nulle part, il est pas scénariste, mais j'ai besoin de lui. OK. Et là, on a commencé déjà à traîner dans les clubs pendant plusieurs mois, voir plein de stand-up, du plus faible au plus accompli. Et donc, vraiment des scènes ouvertes, archi-débutants à des mecs un peu plus confirmés, en passant par ce que Gad Elmaleh appelle les mi-cuits. C'est horrible. C'est ceux qui... Ça prend pas, quoi. Ça reste toujours un peu là, et pendant longtemps. Donc on a vu tous ces gens. C'est à eux qui va piquer des blagues. Et donc voilà, et on a commencé à faire des entretiens et à parler avec eux. Et puis ça a commencé à se dessiner comme ça, en fait. Voilà, ça, c'est l'origine de Drôle. Et puis au fur et à mesure, ça a pris forme, en fait. Et à partir du moment où ça a commencé à prendre forme, c'est-à-dire les personnages ont commencé à se dessiner, la reine, les thèmes. Là, j'ai demandé à Camille de Castelnau, que je connais bien, donc, qui est une auteure qui a travaillé longtemps sur la série d'Éric Rochant, Le Bureau des légendes, qui fait aussi partie du SAS, et qui nous a rejoints après pour affiner la Bible, travailler sur les arches. Et le pilote, je l'ai coécrit avec Hervé, et elle était en consultante elle nous a fait des retours à des moments un peu clés. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, c'était parfait. Bien. Et donc, quand on a préparé l'entretien, tu nous as dit que tu es sortie de cette première soirée au Paname Art Café et tu avais la série tout de suite. Enfin, tu avais une idée, en tout cas, générale de la thématique. Ouais, alors, j'avais pas la série, mais j'avais déjà plein de choses. Mais souvent, dans mon parcours d'auteur, j'ai réalisé souvent a posteriori qu'une série ou un projet est souvent en réaction au précédent. Par exemple, 10%, c'était vraiment en réaction à Un village français où j'étais restée pendant très longtemps, que j'ai adoré. Mais si vous l'avez vu, c'est assez deep quand même. On est sur du bon drama, quoi. La guerre, la déportation, les assassinats, les exécutions. Enfin, on rigole pas des masses, même s'il y a un peu d'humour. Enfin, bon, c'est quand même... C'est lourd, quoi. C'est pas le sujet, quoi. Et quand on m'a proposé 10%, c'était « Ah, putain, on va rigoler, c'est à Paris, c'est contemporain, c'est des gens un peu qui me ressemblent, c'est un milieu que je connais, donc puis voilà, je vais me marrer. » Après 10%, Drôle, c'était... c'est des jeunes, ils débutent, c'est pas les tapis rouges, c'est les caves, ils sont pas encore accomplis, c'est pas les agents, c'est les artistes, c'est eux qui ont un truc à dire, c'est eux qui ont un truc à défendre. Et donc ça me touchait. Enfin, je sentais que ça allait être fertile. Et ensuite, la petite révélation de ce soir-là au Paname, c'est cette mosaïque-là sur scène, je ne la vois nulle part. Encore une fois, c'était il y a un petit peu plus de temps maintenant, puisque, je sais plus, je crois que j'ai signé mon deal avec Netflix en 2018. Donc voilà, bientôt 5 ans quand même. Et donc la diversité, évidemment, la jeunesse, et... ce qui me touchait, c'était prendre la parole, parler blague dans cet art qui est très pur, très simple, pas du tout bourgeois. Parce que les gens qui vont dans un comedy club, c'est pas du tout les mêmes gens. Là, je parle du public, c'est pas les mêmes gens qui vont à l'opéra, c'est pas les mêmes gens qui vont au théâtre. Donc là, il se passe un truc de catharsis collective, d'expérience collective artistique, parce que c'est un art. Ça aussi, c'était intéressant, c'est de dire, mais c'est un art en fait. Ces mecs-là, ils bossent. Il faut décortiquer comment ils travaillent, comment on transforme la merde de la vie en blague et en or en fait. Donc ça me touchait beaucoup. Et je me disais, cette mosaïque-là, je la vois nulle part. Cette espèce de psychanalyse collective par l'humour sur la scène, faite par des jeunes gens à qui on donne peu la parole, on donne peu l'occasion aussi de prendre leur place par leur analyse de la situation, en fait. Leur propre situation, notre situation. Ce qu'ils ont à nous dire, c'est à la fois pour nous, qui ne connaissons pas leur expérience. Par exemple, ce premier soir où j'y vais, je me souviens très bien, avec Hakim Gemili, qui parlait de son enfance à Mulhouse en tant que arabe, musulman, son père qui est imam, je crois. Et moi, je dis, mais... j'ai jamais entendu cette histoire-là, tout ça en blague en plus. On me raconte pas ça en fait. On juge beaucoup ces personnes, mais on ne les entend pas parler d'eux. Et donc je me disais, cette singularité-là, transposée en série, c'est génial. Enfin, c'est un témoignage qui va être hyper beau. Donc en nous parlant de leur singularité, ils nous parlent de nous tous, ils créent du lien en fait. Et moi, vous me connaissez, je suis un peu une auteure gentille. Non, mais c'est vrai, j'aime quand les gens, en fait, créent un ferment commun entre eux, en fait. J'aime le collectif, j'aime ça. Et
alors même que je sais très bien que c'est une scène qui est aussi traversée par beaucoup de rivalités, on le sait, voilà, c'est pas un milieu qui est tendre, mais dans le fond, il y a aussi, une fois qu'on les met côte à côte tous ensemble, ils composent un récit national que je trouvais hyper pertinent aujourd'hui et même nécessaire en fait. Donc ça, le premier soir au Paname, c'est ça que j'ai vu. Et c'est ça qui a ensuite innervé la série, enfin en tout cas ce que j'ai essayé de faire, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas c'était l'idée. C'est ultra puissant. Le récit collectif de la France via le stand-up et l'humour. C'est très beau. Du coup, dans tes choix de personnages pour le stand-up récurrent, t'as choisi de créer des personnages fictifs, de ne pas partir de la réalité. Est-ce que tu peux nous retracer ta réflexion à ce sujet pourquoi alors là encore, un peu de réaction à 10%. Donc vous savez, dans 10%, il y a beaucoup de guests, beaucoup de stars. Et que ça... Enfin, voilà, j'ai bossé quand même 7 ans sur cette série. Et c'était à la fois génial, joyeux... intense, intéressant, mais aussi ultra casse-couille, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, tu vois, il faut aller les chercher, ces gens, il faut les séduire, il faut leur écrire des partitions qui sont pertinentes, qui leur ressemblent sans trop leur ressembler. Enfin, cette gymnastique-là, je l'ai beaucoup pratiquée. Et là, j'étais un peu en rejet, genre, je voulais pas repartir sur des vrais gens. Et souvent, dans le stand-up, il y a des séries américaines notamment qui sont centrées autour de la figure d'un stand-upper qui existe vraiment et qui vient nous raconter ses névroses. Et c'est génial, je les adore, ces séries. Mais bon, déjà, moi, je suis pas stand-upeuse et j'ai pas de névrose. Donc... mais après voilà, je les trouve très puissantes et j'en suis même un peu jalouse parfois de ceux qui réussissent à faire ça. Moi je me disais, moi je vais faire autre chose en fait. Mais d'ailleurs c'était même intéressant parce que même par rapport à ces séries-là américaines, c'était une autre manière de prendre le stand-up. On n'est pas là pour creuser une psychologie, un rapport au monde. Ça va être plusieurs psychologies, plusieurs rapports au monde et qui vont fonctionner ensemble, qui vont faire un kaléidoscope en fait. Donc je voulais pas prendre des vrais, mais par contre on s'est inspiré de tous les gens qu'on a rencontrés. À chaque fois on en tirait quelque chose et on a composé des personnages. On voulait qu'ils soient fictifs. Après, pour une autre raison aussi, c'est que par goût, moi de spectatrice, j'adore aussi les séries quand elles me font découvrir des nouvelles personnes, et aussi quand il y a un sentiment d'adhésion très fort, une empathie très forte. Et ça, je trouve que ça marche encore mieux quand les gens, on les connaît pas, enfin quand on a un acteur, voilà, sur qui on peut plaquer tout plein de nouveautés en fait. Et ça va être, enfin, quand on voit Younes Boussif, en fait c'est Nézir et c'est tout, et on le découvre comme Nézir. Donc ça, j'y tenais, je trouvais ça beau. En plus, comme ils sont très jeunes, de toute façon, aussi, ça c'était un autre truc, mais on en parlera peut-être plus tard sur le casting, mais il n'y en a pas en vrai des stars de 25 ans d'origine asiatique, d'origine arabe, enfin, ou très très peu, quoi. Par contre, on s'est quand même interrogé sur est-ce qu'on prend des stand-uppers pour jouer, pour être comédiens, en fait, même si, qui ne sont pas forcément très connus, on peut les faire jouer, et on s'est rendu compte malheureusement qu'ils ne sont pas toujours très bons comédiens. Donc il y a vraiment eu un truc qui a été hyper compliqué, même j'anticipe un peu sur les questions d'après, mais qui était le casting. Enfin voilà, entre prendre un vrai stand-upper qui va être super bon sur scène et très marrant, probablement plus marrant que nos petits là, mais dans le reste des scènes il va peut-être pas être très bon, ou prendre des gens dont on sent qu'ils correspondent vraiment au personnage, ils sont hyper justes, ils sont hyper touchants, mais sur scène ils sont encore un peu fragiles. Et bon, au bout d'un moment, on s'est dit, un peu comme dans Friday Night Lights, qui est ma série culte et ma référence, le football américain a un intérêt, le sport a un intérêt finalement dans la dramaturgie, mais ça représente une partie finalement assez mince du récit. Ça sera un peu pareil pour nous, pour le stand-up. Et puis on s'est dit, on mettra quand même un peu des guests aussi pour faire vivre le club. Alors c'est pas le cas trop dans l'épisode 1, mais après, pour ceux qui ont vu la série, on a Panayotis Pasco, on a Hakim Gemili, on a Fanny Ruet. Donc c'était chouette après d'ouvrir et que ces gens-là viennent faire une petite apparition sympathique. Mais nos personnages, c'était pas des gens connus, c'était pas des vrais stand-uppers. Et du coup, effectivement, ça te permet de parler de diversité de gens, de classe sociale. Du coup, c'était à la fois un immense plaisir, parce qu'effectivement, on voit ça nulle part. Et en même temps, c'était un challenge vis-à-vis des gens à qui, forcément, tu présentais tout ça. Ah ouais, et puis même, c'était un challenge d'écriture. D'ailleurs, là, je peux le dire, Drôle était pour moi beaucoup plus difficile à écrire que 10%. Parce que les personnages ne me ressemblent pas, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, ils viennent pas du même milieu. Et donc déjà, j'étais un peu tétanisée de
de dire des bêtises. Voilà, de tomber dans les stéréotypes, dans les clichés. Donc là, il a fallu aussi borner en s'entourant bien, en prenant justement ou des co-auteurs ou des stand-uppers avec qui on a une relation de confiance pour vraiment interroger le rapport aux clichés, aux stéréotypes. Donc ça, ils nous ont beaucoup aidés, en mettant parfois un peu des red flags, genre attention, parce que malgré soi, parfois, on fait pas exprès, mais on peut colporter des trucs. Donc ça, c'était intéressant de discuter avec eux. Jason Brokers, d'ailleurs, qui apparaît aussi dans la série, il nous a beaucoup aidé là-dessus. Shirley Soignon, en fait, voilà, nos 4 stand-uppers, c'était bien aussi qu'ils pouvaient nous donner un retour sur la création des personnages. Mais après, pour les animer, pour les faire parler, en fait, je me rendais compte que ouais, ils étaient un peu loin de moi, quoi. Donc ça, c'était un peu vertigineux. Et après, attends, c'était quoi tu disais par rapport à nos interlocuteurs ? Par rapport aux diffuseurs, par exemple, ou aux producteurs. Enfin, il y avait quelque chose à défendre de l'ordre de la diversité, mais pas cliché, justement. Enfin, ouais. T'as un terme pour ça, un peu pour le dire, mais le filtre plastique. Ah oui. Voilà. Oui, alors, non, oui, ok. Ouais, alors nous, on voulait faire un truc qui soit un peu existentiel, en fait. Mais c'est vrai que cette série, on a mis il y avait beaucoup de gageurs dedans, beaucoup de difficultés, en fait. Avec quelque chose d'un peu idéal et naïf, je pense, à la base, genre, ok, on va y aller, on va faire ça, ça va être génial. Puis après, tu te confrontes au truc et parler avec justesse des choses quand les gens te ressemblent pas forcément, comme j'ai dit, c'était un vrai problème. Et résister après à ce qu'on nous demandait, résister aux demandes de Netflix sur le casting ou sur par exemple, eux, ils voulaient plus de glamour. Tu vois, ils nous demandaient souvent, enfin, ils disaient, ouais, mais il faut quand même qu'on sente que c'est un métier où les gens aussi, ils réussissent. Ouais, mais en même temps, non. Enfin, vous y êtes allés au Paname ? Vous les avez vus, les gars ? Enfin, ça galère bien quand même. Hein. D'ailleurs, par exemple, il y a beaucoup de stand-uppers qui ont aimé la série, mais qui après nous ont dit, ils sont tellement bien habillés, vos personnages. C'est vrai que... Il y a un côté un peu plus pouilleux, tu vois, dans la réalité. Et nous, c'était ça qui nous intéressait. Et parfois, oui, tu sentais qu'il y avait la volonté de Netflix, ou même dans le casting, de prendre, par exemple, des gens au physique plus avantageux. Et ça, c'est pareil. Je disais, mais enfin, on ne fait pas élité, quoi. Enfin, tu vois. Encore une fois, il faut y aller dans les clubs de stand-up. Enfin, c'est pas un endroit où la beauté des gens vraiment compte, en fait. On s'en fout. Enfin, tu vois, c'est pas ça. Il faut que le charme, il soit ailleurs. Et même, après, moi, c'était même un peu politique. Mais de toute façon, moi, par goût, c'est pareil. Enfin, les séries où les gens sont beaux, ça me fatigue. Et j'ai pas envie de les regarder, en vrai. Quelquefois, mais... Mais c'est juste un plaisir coupable, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Donc, effectivement, il a fallu un peu résister à une volonté, de un peu, effectivement, plastifier en faisant un peu du TF1. Encore une fois, no offense, c'est pas mal, mais c'était pas ça que moi je voulais faire. Je voulais un truc authentique. Enfin, pour moi, les mots-clés, c'était l'authenticité, un côté plus existentiel, raconter aussi la galère, les espoirs. Parce qu'en plus, c'est dans le sujet, c'est dans le thème, c'est comment on transforme encore une fois la dureté, la violence de l'existence en drôlerie. Et c'est même un statement, c'est presque une philosophie, c'est dire, ok, ça va être de la matière. En fait, c'est une résistance, le rire, c'est une résistance à la douleur. Donc il faut qu'il y ait de la douleur. Après, le personnage d'Apolline, ça nous permettait d'aller dans un autre endroit où c'est beaucoup plus beau, le décor est plus beau. Mais pour les autres, nous, on voulait que ce soit très simple, en fait. On voulait, tu vois, Aïssa, pour nous, c'est une bobo pauvre. Bling, tu sens que ses parents, ils ont un peu plus d'argent, il est un peu plus réussi. Nézir, il vient vraiment d'un milieu très précaire, très défavorisé. Donc, c'était important pour nous qu'il y ait une justesse de ça. Et par exemple, une scène dont on a parlé ensemble, mais qui est une scène dans le pilote où Nézir fait les comptes. Cette scène, plein de fois, on m'a dit, allez, coupe-la. Jamais. Non, il faut pas couper cette scène. Il faut que Nézir il fasse les comptes, mais à l'euro près, quoi, en vrai. Et puis il faut qu'on entende si j'ai ces aides, je perds l'aide au logement parce qu'en fait c'est pas compatible. Là vraiment, moi, je vous ai dit, j'ai appelé une copine à moi qui bosse à la Sécu. J'ai dit vas-y, sors-moi un dossier de 2 personnes, genre parents-enfants qui vivent à 2. Je veux savoir exactement. Ils gagnent combien.
Parce que moi, encore une fois, c'est pas ma réalité. Et voilà, j'ai de la chance. Et donc, il fallait que ce soit précis, que ce soit vrai. Et j'ai vraiment pris les comptes qu'elle m'a donnés. Et ce truc de tu peux pas combiner les deux aides, j'hallucinais, moi. Et je me dis, mais c'est hyper important qu'on entende ça. Enfin, tu veux parler de quelqu'un qui est dans la merde, faut dire les chiffres en vrai. Si tu dis pas les chiffres, tu vois. Mais pour eux, c'était c'est un peu long. Oui, en fait, il y a un petit côté social, voilà, un peu réalisme social. Ça, Netflix, ça leur fait hyper peur. Non, mais ça, c'est hyper important. Je me permets juste d'insister parce que c'est capital. Ça remet un peu la place du scénariste au centre. Enfin, en tout cas, ça donne la place du scénariste dans le grand récit dans notre place dans la société. Enfin, au final, on défend le récit des gens en fait. Et c'est à nous de nous battre pour justement que ce soit vrai et que ce soit pas édulcoré par la vision finalement du pouvoir, pour le dire avec un gros mot, mais voilà, enfin des gens qui les profs des SVT qui ont toujours des cuisines magnifiques, hyper équipées. Oui, voilà, c'est sûr. c'est important qu'à un moment on puisse voir des vrais personnages auxquels on s'identifie et qui ont des vrais problèmes de la vraie vie, quoi. Et ça, voilà, c'est hyper important, mais de s'en souvenir pour tous ceux qui écrivent. Oui, mais après, c'est vrai que tu te confrontes aussi finalement après à la ligne ou au désir d'un diffuseur, et ça fait partie du jeu en vrai, tu peux pas l'ignorer, tu vois. Évidemment. Mais il y avait quand même un peu ce léger hiatus parfois avec mes interlocuteurs chez Netflix, c'était que je pense que ça les intéressait un peu et ça leur faisait peur, parce que c'est pas complètement dans ce qu'ils font. C'est vrai que si on regarde leur grand succès, c'est... oui, c'est moins réaliste, ça creuse moins un peu là où ça gratte, ça creuse moins les névroses justement, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et moi, c'était mon envie en fait. Donc après, ils m'ont quand même suivi dans cette envie. Il faut quand même leur reconnaître. Alors, c'est une série chorale. Comment est-ce que tu raisonnes en termes de hiérarchie de point de vue avec, est-ce que tu pensais à un personnage central et d'autres autour de lui, ou au contraire construire une série qui est vraiment où tout le monde est à égalité? Alors, ça a toujours été l'envie et l'objectif de faire une série chorale. Encore une fois, là aussi, un peu par goût de spectatrice, c'est que moi, mes séries préférées, c'est des séries chorales. Je trouve que la choralité va très bien à la série, en fait. C'est justement le fait que, comme on est sur du long terme et qu'on a plein d'histoires... il y a un volume d'histoires. Je trouve que de pouvoir en enchasser plusieurs qui résonnent entre elles et qui composent, encore une fois, un ensemble... Moi, j'adore ça. Donc, c'est ce que je voulais faire. Après, c'était aussi une des gageures de la série. Et de ce point de vue-là, pour moi, le pilote est pas totalement réussi. Enfin, il y a des défauts, il y a des problèmes, mais parce que c'était tellement dur, je vous jure. C'était tellement difficile de présenter tous les personnages en même temps, avec en plus un diffuseur qui dit il faut qu'on comprenne très vite qui ils sont, quel est leur problème, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça, il y avait quand même une demande derrière. Oui, parenthèse, mais le pilote, ça tétanise tout le monde, à commencer par nous, les auteurs. Et encore plus maintenant qu'il y a aussi une telle concurrence et que les gens regardent. Il y a tellement de séries, donc on sait qu'il faut se distinguer très vite, il faut attraper l'attention très vite du spectateur. Mais ça, c'est hyper tétanisant, et ça, on nous le répétait en permanence. Donc sur ce pilote, il y avait un truc quand même un peu tendu, parce qu'ils nous disaient, les gens, en fait, au bout de 30 secondes, ils zappent, hein. Donc, tu disais pas beaucoup quand même pour avancer tes arguments. Moi, je fais et tes 6 x 45, qualités. donc... Non, mais c'était vraiment tétanisant. Et donc, on prenait le truc par tous les bouts. Genre, comment faire pour que les... j'exagère un petit peu, 30 secondes, mais peut-être 3 minutes, quoi. Parce qu'en plus, ils te disent, mais oui, mais ils regardent sur leur téléphone dans le métro, ils regardent en faisant autre chose, ils regardent en étant en même temps sur les réseaux sociaux. Donc toi tu dis mais comment vous voulez que j'intègre tout ça en fait? Moi j'ai une ligne à tenir déjà. Moi je vais essayer de faire que ce pilote il tienne debout, que les personnages soient bien, que ce soit un peu profond, intéressant, dynamique. Et si en plus il faut que dans les 3 premières minutes on ait tout compris et que ce soit hyper catchy, et en même temps hyper émouvant, et en même temps hyper beau, et en même temps hyper drôle, enfin tu vois. Et en plus avec 4 personnages principaux. Et comme tu dis, en plus, on avait choisi de pas avoir un héros. Alors effectivement, on rentre par Nésir, enfin très vite, Aïssa, elle est derrière, et très vite, Bling arrive. Enfin, ils se passent le relais un peu comme ça. Et Apolline, c'était un choix de la faire arriver plus tard et de la garder pour l'épisode 2, parce que c'était une invitée dans cette arène. Et voilà, c'était important pour nous que la seule fille blanche soit en fait une invitée dans cette arène, qui est une arène très multi-ethnique. Et donc on voulait qu'elle arrive après les autres.
mais très très difficile de tisser les différents fils de ces 3 personnages à égalité. Et pourtant, c'était ce qu'on voulait faire. Ouais, parce qu'en termes de structure, tu réfléchis pas tellement en actes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment comment tu réfléchis Alors, moi, je viens de l'école Krivine, qui était une école où il n'y a pas d'actes, on ne parlait pas en actes. On parle de parcours émotionnel du personnage et on parle d'obstacles. Et généralement, on bâtit les intrigues des personnages en 3 temps. C'est hyper basique, ce que je vais dire. Ça ne révolutionne rien du tout, mais juste ça aide à réfléchir. Donc c'est toujours un élément déclencheur, une complication et une semi-résolution. Et donc en fait, on prend nos personnages et pour chacun, il y a ces 3 temps clairement dans le pilote. On peut les identifier pour chacun. Et qui, après, il s'agit de voir quelle est l'image la plus pertinente pour ouvrir et quelle est l'image la plus pertinente pour terminer, et la plus, justement, un espèce de petit cliff. Mais il n'y avait pas un choix à la base de dire on va commencer sur Nézir et finir sur Nézir. Non, on a nos 3 temps par personnage et on voit lequel est le plus fort pour terminer. Bon, il se trouve que c'est Aïssa et ce buzz inattendu qui arrive, qui ouvre plein de choses pour la suite. Même pour tes rebondissements à l'intérieur de l'épisode, c'est ça que tu choisis le moment le plus fort. Pas forcément. Ouais, mais parce que en fait, si tu dis ok, pour chaque perso, donc nous il y a 3 personnages, chacun en fait a 3 temps forts. Après, ce qui était un peu compliqué là, c'est qu'il fallait aussi dans le pilote présenter l'arène. Il fallait aussi que ce soit quand même assez dramatisé. Donc cette histoire de crash, de bling, il fallait que ça arrive assez vite parce que ça crée quand même un tournant dans l'épisode. Clairement, on est presque à la moitié, je pense. Je sais pas, j'ai pas chronométré, mais... Ouais, en fait, si on découpe en actes, a posteriori, c'est ta fin de premier acte. Ouais, c'est ça. Quoi. Mais c'est un gros premier acte quand même. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette façon de réfléchir, donc du parcours du personnage, avec cette histoire de complication au centre, en fait, ça fait un peu comme en 3 actes, c'est en 3 temps. La complication, c'est le cœur de l'épisode. On sent que ça va se tendre pour tous nos personnages. Mais en fait, on finit, comme tu dis, par instinctivement comme faire des actes, en fait. Mais sauf qu'on les appelle pas comme ça et on les pense pas comme ça. Moi, je suis plus libre de réfléchir comme ça. Je suis plus libre parce que je me mets dans le personnage, je vois ce qui l'emmène, je vois ce qu'il va traverser, je vois comment il va se mettre lui-même dans la merde, parce que aussi ça, c'est un peu une leçon krivinienne, mais c'est que la complication principale du personnage en général, c'est lui-même qui la provoque. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit, quoi. Avec du coup c'est vrai que dans ma façon de travailler, il y a peu d'antagonistes très clairement définis. Bon, là, il y a un peu le producteur, Califano, qui est quand même un peu le méchant. Enfin, c'est lui qui met en difficulté nos personnages. Mais il y a rarement des gros méchants, en fait, moi, dans mes histoires. Les gens, ils l'ont en eux-mêmes. Les personnages, ils ont en eux-mêmes les problèmes. Et ils les provoquent eux-mêmes. Et les 3, c'est pareil. Enfin, c'est-à-dire que Bling, ça... complication principale, c'est qu'il a un spectacle à écrire, il n'y arrive pas, et le seul soir où il peut un peu montrer qu'en fait ça va, c'est une catastrophe. Donc derrière, il n'y a plus de spectacle, donc en fait je suis une merde, j'arrive plus à écrire, donc je vais demander à Nézir de m'aider. Nézir, c'est on a des grosses difficultés financières, j'apprends que mon père ne va pas avoir ses aides, donc il faut que je trouve un nouveau boulot, mais si je trouve un nouveau boulot, je pourrais plus faire du stand-up, donc en fait je vais accepter la proposition de Bling qui va me mettre encore plus dans la merde, mais nous on aime bien. Et Aïssa, je tente un nouveau sketch, c'est hyper intime, j'en parle à mon copain, je me rends compte qu'en fait j'y arrive pas du tout, donc je ne dis rien. Et en fait, c'est encore pire parce qu'il va l'apprendre. J'ai envie de supprimer la vidéo parce que je vois bien que c'est intenable. Et au moment où j'ai pour la supprimer, en fait, elle buzz. Ok, génial. Non, pardon, les questions, ce sera à la fin. Ah, ok. Ah ouais. Du coup, est-ce qu'à la région, on peut allumer un tout petit peu merci. la salle pour que tout le monde puisse prendre des notes? Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de ton atelier d'écriture ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'organisation que tu avais sur 10% ? Donc, du coup, là, on a fini de parler du pilote en lui-même, de l'écriture du pilote ou pas vraiment ? Non. Ah, okay. Non, il y a encore quelques questions. Ok, d'accord. De l'organisation de l'écriture ? Ouais. Tu veux dire... Ah, salut. Ah, vous êtes nombreux.
Oui, ton atelier d'écriture, comment est-ce que tu as choisi d'organiser ? Donc, l'organisation de l'écriture pour Drôle, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conception de la série, c'était vraiment Hervé Lassins et moi. Ensuite, aidé par Camille de Castelnau qui arrivait après. Le pilote, c'est Hervé et moi avec des consultes de Camille. Et à partir du moment où ça, on était bien... Ah oui, parce que... Ah oui, c'est un truc que j'ai oublié de dire. Quand j'ai signé avec Netflix, moi, j'avais très, très peur d'un truc qui était leur rapidité à fabriquer, à faire écrire les gens et à faire fabriquer les gens. Ça me stressait de ouf. J'avais des copains qui étaient passés avant moi, qui étaient sortis, mais comme dans une essoreuse et très malheureux de ça. Donc, c'est un des premiers trucs que j'aurais dit, c'est... Alors, les gars, on va pas fixer une date de tournage, alors même que la série, c'est un embryon d'idées dans mon cerveau. En fait, c'est pas possible. Donc, on va attendre qu'il y ait une Bible, des arches et un bon pilote. Et à ce moment-là, on fait un point ensemble, quand on est bien content, et on dit, OK, là, à partir de là, le rétro-planning, c'est ça. Et ça, j'ai vraiment tenu, j'ai pas lâché. Et un rétro-planning en plus qui soit humain, quoi. Pas vous écrivez 6 épisodes en 4 mois, en fait. Donc on a quand même un peu pris notre temps, même si à la fin, c'était pas un temps fou. On n'était pas dans les choux non plus. On n'a pas joué aux imbéciles en faisant de la rétention. On a travaillé du mieux qu'on pouvait, mais... Donc voilà, il y a eu ce temps-là pour développer Bible, Arche, Pilote. Et à partir de là, on avait notre calendrier. Et donc là, j'ai fait rentrer évidemment des gens parce que moi, j'aime pas écrire toute seule. Et en plus, je trouve que pour une série comme ça, c'était pas souhaitable. Et donc là, j'ai recruté les auteurs, donc Eliane Montane, Judith Havas, donc Camille de Castelnau qui était là aussi pour faire un épisode. Donc elles, c'était mes 3 auteurs seniors. Chacune avait soit 2, soit un épisode en charge. Et il y avait donc 2 juniors, Hervé qui avait écrit le pilote avec moi, mais qui n'était pas encore suffisamment formé de mon point de vue pour tenir un épisode tout seul. Donc lui, il était en junior, ça veut dire qu'il n'avait pas d'épisode en charge, mais il était tout le temps là dans l'atelier. Et Lison Daniel, pareil, en mode junior, c'est-à-dire pas encore suffisamment formé au scénario, mais avec des qualités que moi je trouvais vraiment intéressantes pour intégrer la room et venir, pareil, participer à tous les ateliers. Et donc, chaque auteur senior avait 2 ou 1 épisode, et les juniors, en fait, ils étaient un peu là tout le temps pendant les réunions, et ils étaient là aussi pour, si les auteurs seniors avaient besoin d'aide sur une scène ou de déblayer un truc, tu vois, qu'elles n'ont pas le temps de faire et tout, elles leur demandaient de le faire, ce qui était hyper formateur pour eux. Et puis souvent, au bout du compte, on a gardé plein de trucs qu'ils avaient proposés. Enfin, voilà, c'était une manière de les faire aussi, évidemment, écrire et progresser. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé, et on a fait des ateliers, vraiment, on a conçu, tous les épisodes, c'était très collectif. On était pratiquement tout le temps ensemble. Chaque épisode, c'était 2 semaines de conception à partir des arches. Donc quand même, les arches, pour chaque épisode, ça fait comme un gros synopsis. Hein. Mais on avait 2 semaines, donc c'est 10 jours ouvrés, quoi, pour vraiment structurer l'épisode ensemble. Et après, l'auteur partait de son côté et remettait ça en forme, identifiait les problèmes. Et après, il y a un jeu d'aller-retour classique. Et elle faisait 2 versions dialoguées quand même. Donc avec l'aide d'Hervé et Lison, selon leur choix. Et après, moi, je faisais toutes les versions définitives derrière. Voilà. Et dans ta série, donc il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de disparition, il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort, mais du coup, est-ce que la menace fantôme du chronique qui vient des diffuseurs et des producteurs souvent, comment tu as défendu ta dramatisation du coup, pour que t'embêtes pas avec ça? Après, c'est difficile parce que là, encore une fois, faut pas être présomptueux non plus. C'est hyper difficile en fait à faire ça. C'est-à-dire une série qui repose sur ces questions un peu existentielles, cette petite musique de la vie, que moi je trouve passionnante. Quand c'est bien fait, j'adore, mais on peut aussi se planter. Ça peut être aussi sous-dramatisé. Ça peut faire décrocher des gens qui ont une habitude maintenant de récits beaucoup plus cavalcade, quoi, plus efficace. Donc, c'est une ambition, en fait. À la fois, la série peut paraître modeste et en même temps très ambitieuse. Et donc ça, c'était une vraie difficulté. En même temps, dans ce genre d'arène, tu te dis, non, il va pas y avoir des meurtres, en fait. Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a aucun sens. Donc, par contre, après, oui, c'est sûr qu'il y a eu des débats, genre, est-ce que c'est la guerre des gangs dans le stand-up ? Moi, je voulais pas faire ça. Là aussi, mon côté... optimiste et positive, à vouloir plutôt travailler sur les liens entre les gens que sur les guerres, qui m'intéressent moins en fait. Moi j'ai plus envie de voir des gens certes se confronter les uns aux autres, mais finalement s'entraider que se déchirer.
Mais bon, voilà, ça, c'est des vrais problèmes de dramaturgie, en fait. Parce que quand tu veux aller vers là, tu as intérêt à ce que ce soit vraiment passionnant, ce que traversent les personnages, leur névrose, il faut que ce soit hyper précis. Et il faut quand même que ce soit fort. Donc finalement, c'est quand même aussi arrangé pour que Apolline, voilà, son rapport avec sa mère, ses empêchements soient quand même assez profonds. Incarnés. Finalement, après, le truc un peu étonnant, c'est que, mais là, je parle du coup, je vais au-delà du pilote sur l'ensemble de la saison, la série. Feu la saison, puisqu'il n'y en a eu qu'une. Nésir, il n'a pas des gros enjeux. C'est voilà, il est un peu au centre de l'étoile, il est lié à tout le monde, il collabore avec Bling, mais lui, en fait, il est toujours un peu en réaction aux autres. Et ça, moi, je nous ai vu le faire et avec une difficulté à trouver des solutions, en fait. Il y a plein de fois, je me disais, putain, mais Nésir, en fait, c'est pas assez fort sur lui et tout. On a l'impression qu'il flotte un peu entre tout le monde. Et au final, bizarrement, c'est vraiment le personnage que les gens ont le plus aimé, dont ils nous ont le plus parlé, qui est hyper empathique, c'est le bon gars, il est chouette, l'acteur est super. En plus, il y a ça aussi, ça compte évidemment. Mais du coup, après, moi, il y a des fois, je détiens pas la vérité. Enfin, il y a des espèces de surprises, en fait. Ou des trucs, parfois, qui sont un peu patates, quoi. Tu vas un peu fort et, en fait, tu te rends compte que c'est un peu gênant ou ça marche pas. Et à l'inverse, quelque chose de plus ténu, plus gracieux. Et en fait, ça l'emporte. Et ça, c'est un mélange d'écriture, d'incarnation. Voilà. C'est difficile un peu à expliquer. Ouais, parce que tu aurais pu avoir peur qu'il soit pas assez actif, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on nous rappelle. Ouais. On entend souvent, quoi. Faut que le personnage soit actif. Et donc ça, tu avais ça aussi en tête ou... Bien sûr. Après, je pense que en fait, ces trucs-là, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire, il est peut-être pas suffisamment actif, mais si tu es tout le temps en empathie avec lui, si tu es tout le temps relié à son manque de confiance en lui, à sa relation avec Apolline, sa relation avec Bling. En fait, c'est pas grave si c'est pas énorme, si c'est juste précis et empathique et que l'acteur est bien et que tout ça est fait quand même avec un peu de délicatesse. Moi, je pense que ça marche, mais du coup, c'est vrai que ça met une grosse charge sur la délicatesse. Et ça, c'est dur. Et après, c'est d'autant plus dur aussi qu'on doit tenir ça sur 6 épisodes à plusieurs auteurs, en fait. C'est pas comme un auteur qui détient sa petite note, sa petite corde et qui le fait tout seul, tu vois. Il faut réussir à se transmettre ça les uns les autres. Donc, avoir quand même un vocabulaire commun, une sensibilité commune qui soit forte. Bon, même si, évidemment, après, moi, je reprends et je centralise et je lisse. Mais finalement, en fait, sur Drôle... j'ai beaucoup moins réécrit que sur 10%. Sur 10%, vraiment, à la fin de la V1, hop, je reprenais vraiment presque seule jusqu'au bout. Donc, je réécrivais beaucoup, beaucoup. Et sur Drôle, j'ai fait vachement confiance aux auteurs. Et finalement, je me dis, c'est un petit miracle. On ait réussi quand même à avoir cette espèce de cohérence sensible entre nous tous, qui fait qu'il n'y a pas de gros hiatus entre les épisodes. Super. Attends, je peux juste revenir sur Netflix, ils vous mettent vachement la pression sur le pilote, mais donc du coup, comment tu as choisi l'ouverture justement, ces 30 premières secondes, du coup, qu'est-ce que c'est et comment tu les as choisies? 5 premières minutes. 5 premières minutes, ouais. Alors, c'était une énorme question qui nous a beaucoup agité. On a fait beaucoup de versions d'un sens et dans l'autre. En gros, le principal débat qui nous agitait, nous les auteurs, c'était est-ce que... Et je ne sais pas à la fin si on a bien fait, mais pour 1000 raisons, je vais essayer de les développer, on a fait ce choix-là. Est-ce qu'on rencontre des jeunes gens, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie, on les voit dans leur vie, ils nous intéressent parce qu'ils sont comme ça. Et puis à un moment, ils arrivent dans un comedy club et on découvre qu'en fait ils sont stand-uppers, et là on en apprend un peu plus sur eux par le stand-up. Et dans ce cas, le crash de Bling arrive presque en fin d'épisode. Ou est-ce que... on rencontre des stand-uppers, on est très vite dans ce club, on ne sait pas grand-chose d'eux, on a juste une vague image, et très vite on est dans ce club et on est mis dans le chaudron, quoi, très vite, on comprend ce qu'ils font, et après on rentre dans leur existence, et après on se dit mais putain, en fait Aïssa elle a une petite fille, mais son mec il est thésard, trop marrant, et tu vois, et voilà, et Nésir, oh là là, le pauvre, son père ça n'a pas l'air d'aller, et puis tu vois, mais comment il va faire, et Bling, mais vraiment, le pauvre, c'est un chiffon. Bon. Donc, ça, c'était... j'arrivais pas moi-même à trancher. J'arrêtais pas de balancer parce qu'il y avait une partie de moi qui disait « Attends, l'empathie. » Donc, l'empathie, ça veut dire qu'il faut que d'abord je rencontre des gens et que je les vois. Parce qu'une scène de stand-up, c'est pas très empathique comme lieu. Enfin, tu vois, ça peut t'intéresser, mais
Et voilà, c'est sur scène, quoi. Et puis ce lieu-là, c'est pas très connu non plus. Les gens, ils sont peut-être jamais allés dans un club de stand-up. Au début, tu les vois là, ils sont tous en train de parler, ils parlent vite, tu comprends pas, genre ils font quoi, c'est quoi ce truc, c'est quoi le stand-up, même peut-être pour des gens. Bon. Donc en fait, on a beaucoup balancé, mais finalement, ce qui nous a un peu décidé, c'était quand même cette demande de la chaîne, mais qui était recevable, enfin que je comprends, qui est il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace. Il faut qu'au bout de 10-15 minutes, on ait un gros truc qui crée un vrai accident, un vrai problème. Et donc ça, c'était notre fameux crash, quoi. Mais du coup, je le sais maintenant, enfin moi, quand je vois le pilote maintenant, avec tout ce qu'on a traversé, et on va en parler parce qu'il y a l'écriture, puis après il y a le tournage, et puis après il y a le montage. Moi, les 15 premières minutes, je suis un peu comme ça, genre... Et je sais que moi, j'ai hâte qu'on ait fini ce putain de crash et qu'on arrive dans leur vie. Et je sais qu'à ce moment-là, je fais ça y est, c'est bon. Là, je me sens plus à l'aise en fait avec ce qui se passe après parce que c'est plus humain, on est plus dans la matière de leur vie. Et donc, les 10-15 premières minutes, je les trouve, moi, pas forcément très réussies, pas inintéressantes, mais un peu en force pour 1000 raisons. Mais voilà, c'est qu'il fallait y aller vite, il fallait y aller fort, il fallait qu'il y ait un gros événement et tout ça. Et on est dans le stand-up, donc nous, on s'est creusé la tête. Mais c'est quoi ce gros événement dans le stand-up ? Tu vois ? À part qu'il y a un problème de stand-up, tu vois ? Ou alors sinon, on est passé aussi par, bon, alors c'est quoi ? C'est un club qui va pas bien, puis il faut le vendre, il faut trouver des acheteurs, puis il y a la menace des Chinois. Enfin, non, pas vers ça. Tu vois ? Cette première idée est venue, je pense. Non, mais c'est vrai, ou alors c'est un héritage et machin, il y en a un qui est mort, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer ça en club, à la mémoire de je sais pas qui, mais j'ai l'impression que c'est des trucs, je sais pas, c'est le château des Oliviers, quoi, je l'ai trop vu. Donc on essayait de faire un peu différemment. Donc, mais bon, et après, voilà, ça, une fois on a acté, donc en fait, c'est des gens qui convergent très rapidement vers le club. Ils vont être très vite sur la scène. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher, il y en a un qui va être dégagé. J'aimais bien, moi, ces trois-là. Tu vois, il y en a une qui fait un sketch qui cartonne, un qui se fracasse, et un, le pauvre, carrément, on l'a pas vu, quoi. Lui, carrément, il s'est fait évincer. Mais après, ça entraînait un autre problème qui était la qualité du stand-up, la qualité des vannes, la qualité d'incarnation sur scène. Donc ça, c'était encore une autre difficulté, mais on va en parler après. Voilà. Mais bon, voilà, c'est par ça qu'on est passé, quoi. Et après, sur vraiment l'ouverture. Alors ça, du coup, c'est déjà dans le scénario, c'est-à-dire que ah oui, non, on a eu quand même je vous dis un truc. On est quand même passé. Il y a eu un moment, une version a existé. La série s'ouvrait. Révélation. Sur Aïssa et son mec en train de faire l'amour. Et où donc cette histoire de doigt dans le cul, en fait, avait lieu vraiment, en fait. C'était l'ouverture. Et un jour, j'ai dit à Hervé, mon codeur, j'ai dit, non, Hervé, je crois qu'on se fourvoie. Je crois que on va un peu trop loin. C'est un couple de noirs, genre hyper beau, qui est en train de faire l'amour. La meuf qui... Non, ça passe pas, je crois, ça passe pas. En même temps, ça aurait été jamais vu. On l'avait jamais vu. Donc cette version a existé, mais il y a très très longtemps. Donc non, très rapidement, moi j'aimais beaucoup cette idée d'un Nésir en mouvement. Puis après, moi j'avais toujours cette obsession aussi d'un Paris anti-Emily in Paris, un Paris vrai, un Paris un peu bruyant, Belleville, nanana. Bon, plein d'autres l'ont fait, hein, c'est pas, je me gargarise pas de ça, mais voilà, j'aime bien ça quand même. Et cette première réplique, je suis pauvre. C'était hyper important pour moi que ça commence comme ça. Le gars, il est là, son vélo est livreur et il dit je suis pauvre. Et en fait, tu comprends qu'après, il fait des blagues avec ça. Enfin, je me dis, ok, là, il y a le thème, il y a l'énergie, il y a le mouvement, il est en répète. Alors ça, donc tout de suite, c'était bon, mais comment on comprend qu'il est stand-upper quand il dit je suis pauvre et qu'il fait une blague après? Ben, on va le découvrir. Enfin, là, dans pas longtemps. Juste, déjà, c'est un peu curieux, c'est un peu marrant, le mec qui fait des blagues tout seul sur son vélo. Bon, t'as pas le mot stand-up qui vient immédiatement, mais bon, déjà, peut-être les gens auront un petit peu vu le résumé dans Télé Loisirs. Et puis, tu vois, il y a un petit résumé aussi, même quand tu cliques, tu vois, sur la plateforme. Bon, c'est quand même un peu 4 gens qui font du stand-up. Bon. Mais donc il dit je suis pauvre, il fait un peu des blagues. Enfin, je leur disais mais vous pensez qu'on va croire qu'il est psychopathe en fait? Après peut-être qu'on peut le jouer. Il y a ça d'ailleurs dans la version écrite si vous l'avez lu. Il y a un peu des gens qui le regardent. Après ça a dégagé pour plein de raisons de fabrication et tout. Mais donc voilà, j'aimais bien cette ouverture.
Et en fait, au début, c'était vraiment Nézir. Il y avait que Nézir et il arrivait devant le petit bazar de l'Akmal et là, il tombait sur Aïssa en train d'essayer de mettre son affiche. Et en fait, peut-être j'anticipe sur les questions après, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que une fois que le tournage avait déjà bien commencé, Netflix, ils attendent déjà un espèce de pré-montage. En fait, on commence à monter dès le jour 1 quasiment. On commence à monter très très vite en fait, en parallèle du tournage, ce qui est quand même un sacré bazar aussi, parce que tu es sur le tournage, en même temps il faut voir le montage. Bon. Et en fait, très vite, ils nous ont un peu alertés en disant c'est trop abscon, c'est trop abstrait, ce mec qui est sur son vélo et qui répète tout seul et puis qui arrive devant le bazar et puis ensuite on rentre dans le Comedy Club et ça arrive trop tard le Comedy Club, on sait rien sur eux, on veut voir Aïssa plus, on pense que Aïssa elle est hyper charismatique, elle est belle, donc ils nous ont demandé un retake, enfin pas un retake, de tourner des scènes qui n'étaient pas dans le scénario pour en fait présenter nos personnages. Donc en fait c'est comme si tout ce que je vous ai raconté avant sur on commence avec des gens, on arrive dans un Comedy Club. En fait, ils ont voulu nous faire rajouter ça, alors même qu'on était parti sur c'est très vite des stand-uppers. Bon, pourquoi pas. Donc, c'est pour ça qu'on a tourné Aïssa qui met les petites affiches avec sa petite fille par là. Mais donc, ça, c'était équipe B, en plus du tournage. Moi, écrire vite, tu vois, une scène qui soit un peu visuelle, parce que là, j'allais pas repartir à écrire des dialogues, des machins. Enfin, je savais que ça allait tourner en équipe B, donc il fallait un truc un peu efficace, rapide. Donc, on se dit, c'est un peu mignon, elle est avec sa gamine, elle colle ses trucs, tu comprends un peu, voilà, tu comprends vite. Puis du coup... En fait, ils nous ont poussé sur un truc que je trouve finalement assez juste et assez pertinent et c'est bien, et puis c'est assez en mouvement. Pour Bling, on était parti, on l'a pas gardé au montage. Du coup, j'avais vite réécrit une scène où en fait, il se réveillait chez lui, où l'appart était un peu dévasté. Il était là, genre tout vaseux, tout pâteux. Il y avait des mecs un peu en after, encore en moitié défoncé, en train de danser dans son salon et tout. Lui, il émergeait mal, vite fait. Il trempait un gâteau dans sa vodka et il sautait sur son scoot et il arrivait au club. Et en fait, c'était bien. C'était simple, ça révolutionnait rien. Enfin, on l'a déjà un peu vu ça, mais ça plantait quand même le garçon. Mais en vrai, c'était beaucoup plus installé puisque ça se passait chez lui. Le mec il se réveille, ça, c'était pas du tout la même énergie que les deux autres qui sont en mouvement. Il y en a elle marche, l'autre est sur son vélo. Et donc ça a dégagé au montage. En fait, on n'arrivait pas à l'inclure. Moi, j'aurais bien aimé qu'on arrive à avoir ces trois-là, tac, 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 et hop, on arrive au club. Et en fait, Bling, ça rentrait pas. L'appart, c'est pas la même énergie. Donc au montage, en fait, on se rend compte que ça marche pas et on le dégage. Voilà. Excellente transition vers le scénariste à l'épreuve du plateau. Ouais. Notre deuxième partie. Est-ce que tu peux me parler un peu du casting ? Comment ça s'est passé ? Ah, il était dur ce casting. J'avais pas imaginé à quel point c'était dur. Déjà, parce que, donc vous l'avez vu, on a des gens, Nézir et maghrébins. Ça, c'est écrit comme ça, on voulait ça. Bling est d'origine asiatique, Aïssa est noire et Apolline est blanche. En fait, des Apollines, il y en avait 150 000. Enfin, je veux dire, potentiel. Et on avait le vivier, le fichier, parce qu'on n'a pas fait du casting sauvage. D'ailleurs, peut-être que si j'avais eu plus de temps, on aurait pu élargir plus. Mais là, on commençait le casting sur une série pour Netflix. On n'a pas le temps comme au cinéma où, tu sais, des fois, tu as des gens qui disent « Ah, j'ai fait 1 an et demi de casting pour trouver les 2 enfants. Ah, super !» Nous, on n'a pas eu ça, mais c'est rien contre eux. Enfin, surtout que ce soit pas mal interprété ce que je dis, mais c'est juste pour faire un peu le tableau. C'est-à-dire que du coup, on se rend compte quand même qu'on est en France et que, en fait, il y a encore un grand déséquilibre entre les gens blancs qui veulent faire du cinéma, du théâtre et des séries et les gens pas blancs, en fait, parce qu'il y a moins d'emplois pour eux, il y a moins d'opportunités, donc peut-être que naturellement, ils viennent moins, pour 1000 raisons sociologiques. Du coup, le vivier, il est moins important. Donc, quand tu vas dire, tu fais le tour, enfin, les castings, elles font juste le tour des agents, elles disent, voilà le descriptif du personnage. Donc, tu reçois, des gens. Et du coup, comme il y en a moins, du coup, forcément, possiblement qui correspondent à ton personnage, il y en a moins. Et nous, nos personnages, ils sont quand même assez spécifiques. Tu vois, par exemple, un personnage comme Bling, je sais qu'il est juste Bling, c'est-à-dire ce mec qui a grandi à Belleville, qui a traîné un peu dans la rue devant le restaurant de ses parents, qui a fréquenté un peu les mauvaises personnes, un côté un peu mauvais garçon comme ça, qui est un peu défoncé et tout, je sais qu'il existe. Il se trouve que les comédiens asiatiques qui sont venus passer le casting ne portaient pas ça. Et finalement, Jean Sion, il a un phrasé qui est très parisien
il a un accent comme ça qui était super intéressant. Et il avait ce corps un peu grand, massif. En fait, il n'est pas du tout dans un stéréotype asiatique. Il n'est pas métis. Hein. On croit qu'il est métis, il n'est pas du tout. Il est vraiment d'origine sino-vietnamienne. Et il se trouve par ailleurs qu'il tient un restaurant aussi avec son frère, donc c'est un peu marrant. Alors ça c'était le truc, mais hilarant quand même, c'est que les gens qu'on a pris à la fin, une fois qu'ils étaient pris, sont tous venus me voir en me disant mais c'est dingue en fait. Et donc lui est venu me voir en me disant mais mes parents avaient un resto, j'ai récupéré le resto avec mon frère, c'est hyper marrant. Bref, donc ça pour dire que voilà, trouver ce côté chat de gouttière chez un comédien asiatique, parce que c'est aussi, voilà, je fais, une généralité, excusez-moi, mais souvent on se tient, il y a un côté, voilà, une espèce d'éducation et tout. En fait, je sais très bien que ça existe des blings, mais soit ils sont pas venus faire du théâtre, ou voilà, c'était plus dur de trouver. Donc, c'est juste un exemple. Les Nésirs, par exemple, alors pour la petite histoire, Younes qu'on a pris et que j'adore, c'est le premier qu'on a vu. C'est le tout premier Nésir de tous les Nésirs qu'on a vus. Et donc, on l'a tout de suite adoré. Mais tu disais, mais je vais pas prendre le premier gars que j'ai vu, en fait. Enfin, il faut que j'en vois quand même d'autres. Et donc, on a vu plein d'autres. Et donc, ça, c'est quand même hyper intéressant. Beaucoup de garçons maghrébins qui sont venus passer le casting pour Nésir souffraient d'un syndrome que j'appelle, moi, le syndrome engrenage. Et ce n'est pas leur faute. Mais c'est-à-dire que ils se mettent immédiatement dans un emploi un peu de gars, tu vois, un peu caïra, un peu ténébreux, un peu dur. C'est pas du tout le perso, en fait. Et tu dis, ah, mais c'est ça qu'on attend d'eux, en fait. Tu vois, ils arrivent déjà pour comme jouer un peu le dealer ou le mec. Ce qui me rassurait aussi, finalement, sur le rapport aux clichés, aux stéréotypes qu'on a pu à un moment craindre ou quoi. C'est que je me disais, ok, Nésir, pareil, en fait, on en a peu vu à l'écran des Nésirs. Et c'est cool. Mais voilà, son côté un peu Woody Allen, tu vois, arabe, quoi, c'était... En fait, il y en a, c'est pareil, évidemment, ça existe, mais les mecs qui venaient passer le casting, en fait, immédiatement, c'est comme, ils se conformaient presque à un cliché qu'on attend d'eux. Enfin, c'est quand même un peu saisissant. Voilà, et donc, en gros, c'est juste pour dire que il y avait moins de personnes à auditionner que si ça avait été 4 jeunes bourgeois blancs. Si je fais un parallèle avec 10%, c'est incomparable en fait, l'ampleur du choix. Et encore une fois, ça ne leur enlève ni leur talent, ni leur charme, ni la joie qu'on a eue à les prendre et à travailler avec eux. Mais voilà, c'est juste pour vous dire ça en fait, c'est comme ça, c'est la France. Bref, mais donc après, il y a eu cette question que j'ai évoquée plus tôt, qui est stand-upper, pas stand-upper, personnalité comique. Mais en fait, à partir du moment aussi où tu resserres, t'as moins de gens possibles, donc aussi t'as moins de variété de jeux, t'as moins aussi d'expérience. En plus, ils sont jeunes, donc de toute façon, on savait très bien qu'on n'allait pas prendre... il n'y a pas de stars, il n'y a pas de gens très expérimentés de 25, 28 ans, en fait. C'est assez rare, finalement. La plus expérimentée, c'est Elsa, qui sortait du conservatoire, qui fait beaucoup, beaucoup de théâtre, donc qui joue à Pauline. Et Maria Magay aussi, qui joue à Issatou, qui a fait quand même pas mal de télé, qui avait plus d'expérience. Jean et Younes étaient moins expérimentés. Younes, il fait du rap, donc il avait quand même l'expérience de la scène. Et donc après, voilà, il y a eu ce débat de... on a vu des stand-uppers. Mais voilà ce que je disais tout à l'heure, pas forcément convaincant au jeu, mais meilleur pour le stand-up, évidemment. Donc finalement, au bout d'un moment, le casting était quand même long. Le casting, je l'ai fait avec mes deux réals. Donc Brian Marciano et Farid Bentoumi. On l'a vraiment fait ensemble avec Constance de Montois, la directrice de casting. Et on s'est dit, en fait, il va falloir les coacher, quoi. Il va falloir vraiment leur faire apprendre les textes de stand-up, les faire jouer le stand-up un peu comme une scène, mais aussi les entraîner, les mettre devant un public. Et donc pour ça, on a travaillé avec nos 4 stand-uppers, et notamment avec Shirley Soignon, qui a été leur coach, et qui se trouve à ce moment-là, elle avait encore le Barbès Comedy Club, peut-être que vous connaissez, vous y êtes allés. Et donc c'était super parce qu'elle les a vraiment pris dans sa petite académie là, et elle les a vraiment mis sur scène avec des bribes de textes. En plus à l'époque les textes n'étaient même pas finis, nous les pauvres ils partaient en crash test, mais c'était horrible. Le truc était à moitié pas écrit, enfin tu vois, qu'ils étaient un peu en impro, mais c'est pas du tout leur endroit, enfin ils essayaient et tout, mais ça les a vachement formés. Et du coup ça nous a aussi permis de tester des trucs. Après, ce qui est très cruel et très violent, c'est que en fait, les stand-uppers, ils le savent très bien, c'est que le même texte que tu as joué 100 fois, à la 101e fois, il va y avoir une espèce d'état de grâce, les gens vont être morts de rire. Le même texte, à la 102e fois, tu vas avoir une salle froide qui réagit pas pour des choses
très impalpable de ton énergie, de la petite rupture que tu fais au bon moment, le petit geste, le truc. Et donc nous, on a eu ça, c'est-à-dire qu'après, les stand-up qu'on a gardés dans la série, c'est des espèces de moyennes, en fait. Puis en plus, tu mélanges des prises, tu vois. T'as des gros plans, t'as des plans larges, donc parfois, il a été hyper bon au plan large et moins bon sur le plan serré. Mais du coup, tu combines, c'est la réelle politique, dont on va parler tout à l'heure, l'épreuve du réel. Et donc, ils ont quand même beaucoup travaillé sur scène pendant à peu près 2 ou 3 mois. Ils sont allés hyper régulièrement au Barbès. Ils ont aussi mis d'eux-mêmes. Ils ont aussi, tu vois, ils se sont appropriés leurs textes. Et voilà. Et après, il y a des fois où ils les ont joués au Barbès. Donc, ils ont joué devant du vrai public au Barbès. Et puis, il y a des fois où ça s'est super bien passé. Des fois, beaucoup moins bien. Moi, j'étais dans le public. J'étais sous ma chaise de terreur pour eux. Et puis après, quand on a tourné, donc pareil, donc on a tourné dans le studio. On a reconstitué un comedy club. Et on faisait en sorte, vraiment, on disait aux figurants... Vous forcez pas du tout les rires au début. Vous voyez quand vous avez envie de rire et voilà. Et donc il y a des fois ça marche hyper bien, des fois pas tellement bien. Et donc après pareil, parce qu'on voulait quand même que ce soit assez naturel, qu'il n'y ait pas des espèces de gens qui s'esclaffent alors que bon c'est moyen. Puis en plus après ce qui nous protégeait un peu c'est que nos personnages, personne n'est censé être Gad Elmaleh en fait. Donc parfois, on sait qu'ils sont un peu faibles, parfois c'est bancal, parfois la blague, elle passe un peu comme ça, t'es là, genre, oui, gênant. Mais comme dans un comedy club, en fait, ça arrive tout le temps, et voilà, ils sont jeunes, ils sont pas encore, tu vois, arrivés tout en haut, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience, c'est un métier d'expérience, le stand-up. Donc, d'une certaine manière, ça nous protégeait aussi. Mais c'était un vrai truc. C'est-à-dire qu'évidemment, dans un monde idéal, si on avait pu avoir des gens qui étaient déjà... très à l'aise sur scène, qui maîtrisent déjà l'exercice et qui en plus étaient des comédiens formidables, ça aurait été extraordinaire. Mais on a fait, on a fait ce qu'on a pu et au bout du compte, voilà. Alors, tu as parlé un peu du scénariste face au réel. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du plan séquence d'ouverture et un petit peu tes difficultés, en revenir un peu sur le teaser du début ? Ouais. Donc le scénario, donc vous l'avez vu, quand on écrit un scénario, on ne sait pas encore comment ça va être mis en scène. On rêve d'images. Moi, je rêvais de cette entrée dans le club où il fait chaud. Enfin, pareil, je me voyais, moi, dans les clubs où je suis allée. En fait, il y a du monde, il y en a qui font la queue. C'est le bordel. En plus, il y a toujours une queue sur le côté. Tu ne sais pas où tu dois te mettre. Tu ne sais pas où ça se passe. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. On te donne une espèce de ticket. Tu ne sais pas si tu as droit à une boisson, si c'est pour descendre dans la cave. C'est vraiment... Bon bref, donc je voulais un peu qu'il y ait cette agitation, aussi la sociologie des gens dans la salle, pour moi c'était important, qu'il fasse chaud, ça c'était important le scénario, qu'on rentre là-dedans, je voulais qu'on sente l'agitation de Bling, le côté un peu je suis en sueur, je suis pas bien, j'ai pas les yeux en face des trous, là j'essaie de donner le change, mais en fait ça ne va pas du tout, ma vie est une catastrophe. Donc tout ça c'était l'humeur, on en a beaucoup parlé avec Farid, donc le réalisateur de l'épisode 1, et donc lui rêvait d'un grand plan séquence. Pour faire ça, en fait, un truc très fluide, voilà, immersif, on arrive dans le club. Et moi, je trouve ça super, en fait. Enfin, je l'écoute, je l'entends, puis son désir finit par l'emporter. Et je pense qu'aussi, à ce moment-là, j'avais peut-être un peu moins d'expérience que maintenant. Enfin, de toute façon, chaque nouvelle aventure, avec ses difficultés, évidemment, te rend plus fort pour après. Ou te blesse. C'est un proverbe de mon ami Benjamin Dupas qui dit « Ce qui ne te tue pas te blesse ». J'adore. Donc voilà, donc on parle du truc et là, lui, il est sur son grand plan séquence et tout ça. Et donc après, on le fait en fait. Et en fait, la réalité de ça, c'est que c'était beaucoup trop lent. C'est que ce plan séquence, il était beau, il était fluide. On a des comédiens qui sont quand même encore un peu neufs, c'est-à-dire que peut-être un plan séquence, si t'as De Niro ou tu vois Brad Pitt, le mec il sait vraiment, genre il connaît son métier sur le bout des doigts, il va te donner immédiatement tout ce qu'il faut te donner. C'est pas complètement le cas nous avec nos petits, encore une fois que j'adore, mais c'est comme ça. Donc niveau de jeu de tout le monde, un plan séquence, ça veut dire que tout le monde doit être impeccable en fait. Impeccable, faut pas qu'il y ait d'accident, faut que la technique doit être parfaite, le jeu doit être parfait, les enchaînements, nanana. Et en fait, on l'a fait, on a réussi, mais on a peut-être 2 prises qui sont convenables. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte que ça prenait trop des plombes, quoi. Et puis alors, le père asiatique qui sortait des cuisines et machin, et la sœur, et la clim, et il y avait trop de blabla. Mais ça, c'est des trucs, moi, dans ma tête, enfin,
je me suis pas doutée en fait de ce que ça allait donner en plan séquence, et je m'en veux maintenant. Parce qu'en fait, on aurait dû très vite beaucoup découper et faire un truc tac, 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 tac. Tu vois, t'as un regard, un truc, le front en sueur, la sœur, le regard très méprisant du père. Ça aurait pu être beaucoup plus syncopé, en fait, et ça aurait été mieux. On aurait pu s'attarder aussi plus sur la salle, sur cette atmosphère. Et bon, bref, c'est pas ça qui s'est passé. Et en fait, ça a quand même... En fait, ça a posé une marque sur ce début qu'ensuite, on a un peu payé. Parce qu'après, on l'a présenté comme tel à Netflix. Ils ont dit, mais les gars, c'est beaucoup trop lent. Et ils avaient raison. Et il y a encore rien contre Farid, parce que cette ambition, elle était... je la comprends, je la partage. Et ça aurait pu être génial. Voilà, si on avait peut-être eu plus de temps. Après, des fois, j'entends parler de super plans séquences qui ouvrent des films. Vous savez, les gens en parlent souvent. Et puis le réel te dit, on a eu 1 semaine pour ce plan séquence. On a d'abord répété pendant 3 jours, et puis ensuite on l'a tourné pendant 4 jours. Tu sais, nous, c'est une demi-journée en fait, pour répéter, tourner, tout. En vrai. Donc voilà, on a été un peu gourmand ou un peu trop ambitieux peut-être. C'est une logique de cinéma aussi. Ouais, bien sûr, je sais, mais du coup, si c'était à refaire, tu te dis, on est dans une série, on a des comédiens jeunes, cette mise en place, elle est pas simple. C'est le début du pilote. Couvrons-nous, allons chercher les gros plans là où il faut, l'émotion là où elle doit être, l'attention là où elle doit être. On fait pas ne partons pas un peu dans des trucs de réal en fait. Mais encore une fois, je comprends et je respecte, parce que c'est bien aussi quand les réals t'apportent une envie, c'est chouette quoi. T'es porté par ça. Donc on a été obligé de beaucoup couper. Et donc puis à un moment, des fois, tu te dis bon, ce passage il faut le couper, mais du coup, le truc qui juste avant, faut le couper aussi, du coup, parce que, tu vois, il faut trouver les bonnes césures, il faut trouver les bons moments où le personnage se tourne. Après, tu vois, c'est un truc de montage, mais d'énergie au montage. Et donc, finalement, on a ramassé, mais du coup, ça nous a fait perdre pas mal d'éléments narratifs ou de caractérisation, notamment sur Bling, son rapport à sa sœur, son rapport à son père, surtout le père, en fait. Ce qui n'est pas très grave, mais moi, je trouve que ça manque un peu, en fait. Je trouve que, du coup, ce personnage, il souffre d'un déficit d'empathie. Il est tellement insupportable, il est tellement agité. Si tu sens pas à un moment qu'en fait c'est si tu sens pas le petit garçon lui en fait qui s'est probablement pris des torgnoles par son père parce qu'il était jamais assez bon, c'est un peu dommage. Tu vois, il aurait pas fallu grand chose en fait. Mais dans un moment, on a considéré faire un retake totalement de ça, de reprendre une journée de tournage pour tout refaire. Et puis, ça coûte beaucoup d'argent. Et du coup, on a réfléchi. Et puis, la monteuse a dit non, mais je pense que je peux me débrouiller avec ce qu'il y a. Et on s'est dit, bon, qu'on va se débrouiller avec ce qu'il y a. Je pense que si c'était à refaire, je prendrais l'option retourner pour avoir vraiment ce qu'il faut dans la narration, dans la caractérisation, dans le jeu. Fort de ok, c'est pas assez bien, comment on fait pour que ce soit mieux. Puis, et c'est pas grave d'admettre ça. Je veux dire, ça arrive tout le temps. Donc, si tu as la possibilité de refaire un endroit où c'était pas assez bien, refaisons. Donc voilà, maintenant, peut-être je lutterai un peu plus en disant, tant pis, ça coûte un peu plus de sous, mais ça vaut quand même le coup, parce que c'est vraiment les 10 premières minutes. Mais c'est des trucs cons aussi, mais après, dans le déplacement, tu vois, t'as ce moment où... donc, il y a le producteur qui parle à Bling et qui lui dit, mais tu vas jouer ce soir. Bling s'en va. Hop, on est sur Nézir et Aïssa, et ils reviennent au même endroit, pareil, à cause du plan séquence, par le producteur qui n'a pas bougé. Mais ça, si tu le penses un peu, là, tu fais peut-être une coupe et hop, t'es dans un autre endroit du club, tu remets du mouvement, tu les retrouves à un autre endroit, ça change un peu de dynamique, ça change de visuel. Et tu les mets dans une position un peu différente physiquement. Voilà, tous ces trucs qu'à l'image, je vois, j'aurais bien aimé qu'on puisse les refaire mieux, en fait. Et parce que tu avais ce choix, parce que tu étais productrice aussi sur ce projet. C'était la transition vers notre troisième partie. Oui, sur les relations avec les diffuseurs et les producteurs. Ouais. Et du coup, le fait de ta place aussi de productrice, est-ce que tu peux nous en parler du coup ? Là aussi, toujours pareil, on évolue dans une carrière, on apprend. Moi, donc, sur 10%, j'étais pas coproductrice et j'en ai souffert parce que du coup, ma place était tout le temps à conquérir, en fait. Même si, au bout d'un moment, je crois que j'y suis parvenue, mais ça laissait toujours des brèches parce que j'étais jamais protégée. Donc en fait, même si on reconnaissait la qualité de l'écriture, on reconnaissait l'importance de ma place et de ce que je pouvais apporter, s'il y avait un conflit, en fait, j'étais toujours quand même un peu à la merci d'un directeur, d'un réalisateur qui est ce jour-là mal incliné, ou de mes producteurs qui vont trancher. En fait,
ce pouvoir-là, il m'était pas garanti et au bout d'un moment, c'était beaucoup d'énergie déployée pour essayer de faire entendre raison ou de dire, à un moment, en fait, on est sur une série où il y a 3 réals ou 4 réals et moi, c'est moi qui chapeaute l'écriture, en fait. Donc, à un moment, on peut pas être à la merci des réals, c'est pas possible. Donc ça, c'est beaucoup de débats, de conflits, de prises de tête et de fatigue. Mais je ne regrette pas de l'avoir traversé parce que ça m'a aussi donné de la force pour après et blessé. Et donc voilà, donc je savais que la série d'après, ça ne pourrait pas se passer comme ça, que ce n'était pas possible. Surtout si c'était une série de mon initiative, ma création et tout. Donc très très vite, moi j'ai dit à Netflix, de toute façon, c'est sûr, je veux être coproductrice. Et puis alors en plus, là il y avait même un truc qui était très élémentaire, c'est que comme Netflix il m'avait signé moi en direct, après donc on a cherché des producteurs, vous imaginez le cadeau quand même pour les producteurs, c'est-à-dire que tu arrives, alors tu veux, il y a une série qui est signée là chez Netflix, ça t'intéresse, donc évidemment les gars ils avaient tous envie, mais j'allais pas non plus leur laisser 100% des bénéfices quoi, tu vois. Non mais à un moment c'est vrai, Oui, donc il fallait évidemment qu'on partage, là moi j'apporte un truc qui est déjà signé et tout, donc évidemment quand on est coproducteur de son propre travail, il y a 2 axes majeurs. Il y a d'abord la responsabilité artistique, la possibilité d'avoir une sorte de final cut, de pouvoir être tout le temps à la table, d'être incontournable et que pour tout le monde c'est très clair, parce que parfois moi sur 10% ça m'arrivait que des gens un peu langue de vipère me disent mais tu es productrice, sachant très bien que je ne l'étais pas, tu vois, un peu pour me mettre en difficulté, de genre attends mais jusqu'à quel point on doit t'écouter en fait, mais c'est normal, tu vois, des techniciens ou quoi qui disent attends mais du coup qui est mon interlocuteur, t'es productrice? Et non, je suis scénariste. Ah ouais, ok, tu vois, si tu dis ça, tu perds tout de suite 18 points. Donc non, j'exagère un peu parce que sur 10% j'avais quand même gagné mes galons, mais bref, donc là je voulais pas ça et je voulais que ce soit hyper clair, que pour les techniciens, pour le chef op, le monteur, les monteuses, ce soit clair que quelle est ma place, quelle est ma fonction. Voilà, je suis créatrice, j'ai écrit, je supervise, je suis coproductrice. Et ensuite, évidemment, il y a un volet financier qui est que, sur 10% par exemple, j'ai des contrats d'auteur à peu près lambda, que j'ai renégocié au bout d'un certain temps en saison 3, mais ça a été très difficile pour essayer d'arracher un intéressement en fait. Et donc là, alors sur Netflix, manque de bol, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais préféré l'avoir sur 10%, mais ce statut-là, parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant, sachant que 10% c'est France 2 et qu'après ça a été adapté dans le monde entier, que ça a été vendu et revendu, alors que Netflix, tu vends tes droits, tu leur vends tes droits, puis c'est tout. Il n'y aura pas donc je suis bien contente. Mais quand même, voilà, ça m'a fait quand même gagner plus d'argent que si j'avais été que scénariste ou même que directrice d'écriture. Il y a quand même une marge qui me revenait, quoi. Donc ça compte aussi. Voilà, donc du coup j'ai monté ma boîte pour Drôle, qui pour l'instant il n'y a que moi dedans, c'est une petite boîte, mais ça a cette vertu et je compte encore m'en servir. Et du coup il y a eu des challenges particuliers, des choses nouvelles que t'as dû affronter? Ah ouais. Oui, parce qu'après on peut aussi présumer de ses forces, mais c'est un métier, c'est nul de le dire, mais ça demande quand même un peu d'expérience. Et il y a plein de trucs, moi, en fait, j'apprends au fur et à mesure. Et même si j'ai acquis beaucoup d'expérience sur 10%, il y a des choses, par exemple, sur 10% que je ne faisais pas. Par exemple, je ne choisissais pas les chefs de poste. En revanche, je choisissais les réalisateurs. Mais après, tu vois, c'était un truc, les réalisateurs, plus la prod, plus un peu moi. Mais moi, des scripts, tu vois, des chefs opérateurs, des monteurs. En fait, je connais pas, je suis quand même scénariste, en fait. Donc, il y a tout un champ aussi de la fabrication qui m'échappe. C'est-à-dire, je peux avoir un avis dessus une fois que c'est fait. Mais en amont, décider qui va être la bonne personne pour le faire. Donc, voilà, choisir les chefs de poste, choisir les musiciens, les compositeurs. Ça, c'était un peu difficile. Donc, on m'a présenté plein de gens. Mais c'est pareil, tu vois, tu rencontres, je sais pas, des chefs costumières. Alors, j'aurais demandé de faire un peu des sortes de mood board. Mais c'est un travail, c'est un métier, quoi. Où choisir une script, elle a l'air sympa, tu vois. Mais alors, donc, évidemment, après, il y a la réputation. De ce point de vue-là, c'était super de travailler avec les films du kiosque parce qu'eux, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de métiers. Un peu moins en série qu'en cinéma. Mais ils connaissent beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, moi, je me fie aussi à leur
à leur avis. Tu vois, ils me disaient, eux, on a hyper l'habitude de travailler avec lui. Genre, Guillaume Schiffman, le chef-op, il a fait je sais pas combien de films avec eux. Le mec, il est béton, il a beaucoup d'expérience. Moi, je me suis très bien entendue avec lui, donc très bien. Enfin, tu vois, j'avais pas cherché plus loin, en fait, si ça convenait aussi au réalisateur. Donc, c'était quand même assez collégial, mais in fine, on se tournait vers moi, genre, c'est bon alors, tu valides? T'es là, genre, ouais. Donc, et tu sens que tu as cette responsabilité-là et tu sens que tu n'es pas absolument sûr de toi pour la prendre. Des questions maintenant de dramaturgie, de caractérisation, ça va. Je commence à me dire, même si des fois je tremble, mais je me sens légitime pour prendre ces décisions-là. D'autres, voilà, de fabrication, là, c'était plus dur. Et c'est vrai que sur la musique, par exemple, c'était assez compliqué. C'est un bazar, la musique, c'est dur en vrai. Faut choisir les compositeurs. Déjà, juste imaginer, tu vois, on venait me voir, on disait, bon, c'est quoi, t'imagines quoi comme musique pour drôle? Mais c'est pas mon métier, enfin, tu vois, c'est pareil, moi, si on me fait écouter une bande-son de l'épisode 1 à l'épisode 6, je vais dire, elle est bien, cette bande-son, mais ça se passe pas comme ça, tu vois, le mec va pas composer toute une bande-son pour toi. Donc, ils font un peu des tests, ils donnent un peu des références. Mais voilà, c'est pas mon endroit, quoi. Enfin, moi, je suis pas particulièrement mélomane, je suis un peu sensible, mais... Puis des fois, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être complètement autre chose, en vrai. Donc, ça, c'était dur, j'ai trouvé. Et pareil, dire à quel endroit il faut de la musique. Est-ce qu'il en faut beaucoup? Est-ce qu'il en faut pas? Est-ce qu'il faut beaucoup de thèmes? Est-ce qu'il faut beaucoup de musique extérieure? Enfin, toutes ces questions-là, j'avoue, j'étais un peu perplexe. Donc, dans ces moments-là, évidemment, je m'appuyais beaucoup sur les réalisateurs. On avait une superviseuse musicale qui nous a quand même aussi beaucoup aidé. Puis après, en plus, ça coûte vachement d'argent, la musique. Ça, c'est compliqué aussi. C'est tellement cher. Donc, il faut trouver les bonnes solutions pour que ce soit à la fois cool, stylé, cohérent. Mais ce truc-là, en fait, de dire, OK, j'ai besoin de combien de thèmes un peu dynamiques, combien de thèmes un peu émotionnels? Est-ce que c'est toujours le même qui revient? Parce qu'il y a des grandes séries qui fonctionnent avec genre 3 accords. Enfin, on les a vus récemment, Succession, The White Lotus, et tout le monde est là. Genre, mais c'est tellement bien la musique. C'est vraiment un thème, mais il est hyper beau. Donc, mais moi, je me disais non, mais drôle, c'est pas ça. Enfin, je sentais pas un truc comme ça, atmosphérique, qui repose sur 3 notes. Enfin, je sentais qu'il fallait un truc plus mélangé, là aussi un peu kaléidoscopique en fait. Un thème par personnage, ça vous est venu dans la réflexion? Un peu, on a un peu fait. Et après, donc au final, c'était quand même aussi beaucoup les réals qui, dans leur épisode, avec évidemment le travail avec les compositeurs qui faisaient en sorte que ça reste cohérent et qu'il y ait des rappels de trucs. Mais pareil, on n'a pas eu beaucoup de temps non plus pour ça. Ça, j'ai trouvé vraiment ça difficile. Tu vois, et je sais même pas en fait comment. Je me dis la prochaine fois, je vais faire comment en fait. Toi, t'es prod artistique avec une part de délégué ou juste prod artistique? Qu'est-ce que t'as Ah non, vraiment que questions artistique. techniques. Ouais. Okay. Ouais, que artistique. C'est une question technique, mais toujours intéressant. Après c'est-à-dire que c'est que artistique. Enfin, j'engage moi pas du tout d'argent, mais je me retrouve quand même garante avec mes coproducteurs de la bonne fin du truc. Évidemment. La série, elle a été créée pendant le Covid. Est-ce que ça a apporté des challenges particuliers de collaboration? J'imagine, hein, mais... Entre auteurs, tu veux dire, ou en général? En général. C'était quand même la merde. Hein. Non, le vrai truc que ça a provoqué, c'est que... Donc, c'était marrant quand même. Netflix, ils ont inauguré leur sublime bureau, je pense 3 mois avant le confinement. Donc, des bureaux magnifiques pour peut-être certains d'entre eux, ils sont allés, mais qui sont... juste derrière l'Olympia, là, la petite place Édouard VII, hyper beau avec des terrasses, machin. Donc on a pu en profiter un petit peu. Nous, on a eu pendant un temps un super bureau chez eux. Puis après, on est parti au kiosque, voilà. Et bim, Covid. Et donc, tout le personnel Netflix est parti en télétravail. Et nous, on est parti en confinement. Et donc, à partir de là, on ne les a plus vus. Je veux dire, physiquement vus dans une même pièce jusqu'à la fin. Et donc, c'est quand même très bizarre, en fait. Parce que moi, je crois aussi à le rendez-vous en présence où on mange 2 chouquettes, on se demande ça va tes enfants, tu vois, tu mets un peu de chaleur et puis tu vois les expressions faciales des gens, t'entends les inclinaisons de leur voix. Enfin, et là, donc, c'était ou des zooms, mais toujours un peu à la va-vite et tout, ou des notes écrites. Et beaucoup de notes écrites. Et du coup, ça a perturbé, moi, je trouve, la complicité possible. Alors, c'est quand même toujours dur quand même d'être méga complice avec les diffuseurs. Non, c'est vrai.
Tu vois, non mais tu peux bien t'entendre et tout, mais enfin ça reste quand même des animaux qui sont pas complètement... on n'est pas de la même tribu d'animaux, on est d'accord. Donc, c'est vrai. Dans la grande jungle. Non mais c'est là, on les respecte, on peut les apprécier, mais on sait que c'est pas les mêmes animaux que nous. Donc déjà il y a ça quand même, tu vois, il faut toujours un peu de reniflade. Et là il y avait pas quoi, c'était froid, et donc ça a créé un truc de distance tout simplement. Voilà, puis tu sais que c'est pas pareil aussi de rédiger une note. Moi je me mets à leur place, les mecs qui supervisent plein d'autres séries, ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de stress. Ah putain, il est 10h du soir, faut que j'envoie la note à Fanny. Il va vite écrire une note le soir, tu vois, alors qu'il y a son fils qui s'est réveillé, j'en sais rien moi. Et du coup, c'est pas pareil que mettre un peu les formes et parler. Donc, des notes un peu expéditives, parfois pas rondes. Et moi, je suis sensible à ça quand même. Enfin, on est tous. Et du coup, au début, j'étais un peu comme ça, genre, mais il me parle pas gentiment. Et voilà, du coup, ça a entraîné un peu un truc de défiance qui est déjà naturellement là. Et là, en plus, le Covid a accentué ça. Et ça, c'était un peu pénible. Et donc voilà, donc ça a malheureusement donné un peu une couleur à nos échanges pendant assez longtemps. Alors après, au bout d'un certain temps, parce que par exemple, au début, moi, je recevais les notes, j'étais énervée, je boudais. Et puis après, je disais, de toute façon, on va faire comme on l'entend. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est pas super comme stratégie. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à répondre aux notes, en fait, mais à prendre vraiment un temps, et pas pour être méchante, hein, juste pour, au contraire, argumenter, mettre les formes, dire j'ai compris, mais voilà pourquoi, voilà ce qui est en dessous, voilà le sous-texte, parce que c'est pareil aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais nous, les auteurs, c'est 100% de notre énergie, de notre temps, notre investissement, notre projet. Mais eux, c'est 4%, 5%, parce qu'ils en ont plein d'autres, des trucs. Donc, parfois, ils lisent un peu vite. Je sais ce que c'est, tu vois. Et donc, parfois, il y a peut-être des trucs qui leur ont échappé. Donc, juste de pouvoir remettre bien, voilà, là, ça, on y tient. Ou ça, vous inquiétez pas, on a compris. Mais voilà les réponses qu'on va probablement apporter dans la version suivante. Et ça mettait quand même un peu de l'huile dans les rouages. Et voilà, donc ça, c'est pour la partie diffuseur. Et entre nous, les auteurs, en fait, je sais pas vous ce que vous avez fait pendant le Covid, mais nous, on était carrément en réunion, en fait. Hein. C'était pas possible d'écrire cette série en Zoom, en fait. Enfin, aucune série, je crois, mais là, moi, c'est pareil. J'ai trop besoin qu'on soit ensemble dans la pièce. Donc, on était un peu semi-masque, tu vois. On ouvrait les fenêtres. Bon, on a écrit absolument normalement, en fait. Oui. Ouais. Ok. On va passer au bilan de cette expérience. Qu'est-ce que tu as appris sur cette série au niveau de l'écriture, de toi-même, de ton rapport Alors déjà, il n'y a pas de saison 2, en fait. C'est quand même une série à part entière, même s'il n'y a qu'une seule saison. Alors, bilan, bon... moyen. T'as quand même un très bon chiffre d'audience, même si voilà la décision institutionnelle, on va dire. Voilà. Non, mais je sais. Non, mais en même temps, je fais des blagues, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire un truc. C'est que, donc moi, la première série que j'ai créée, c'est 10%. C'est miraculeux, en fait. C'est-à-dire, c'est la première série dont je suis créatrice. J'avais un peu d'expérience avant d'auteur, mais... Enfin, ça se prévoit pas, un succès comme ça, c'est fou, c'est génial, on est hyper heureux, mais... Enfin voilà, c'est toujours un espèce de petit miracle en fait quand les choses marchent très fort. Mais du coup, moi, ça m'a hyper mal habituée. Parce que tu vois, je me disais, ouais, c'est normal, enfin, tu vois. Tu crées un truc, ça marche, ouais, bien sûr. Et du coup, moi, j'arrive, fleur au fusil, ma deuxième série, ça va être pareil, évidemment. Enfin, tu vois, parce que je sais pas, ça me paraît normal, juste. Donc ça, très bon enseignement, ce n'est pas normal. Tout peut arriver. Enfin, tu peux faire un truc qui cartonne et un truc qui s'arrête la fois d'après. Et ce qui, d'ailleurs, dans le fond, ne dit pas que drôle, c'est pourri. Enfin, pour le coup, je vais bien. Hein. Je suis pas en dépression et tout. Non, parce que je sais qu'on a fait les choses avec cœur. Je sais qu'on y a mis beaucoup. Je sais que ça a touché beaucoup de gens. On a reçu beaucoup de messages. La presse était super. Enfin... Je me dis, on a fait un beau travail. Je suis fière de notre travail. Avec l'équipe, ça s'est hyper bien passé. C'était vertueux, c'était joyeux. C'était une expérience très belle pour nous tous. Donc, je suis fière de cette série, en fait. Même d'ailleurs, d'autant plus fière que c'est un petit enfant qui a eu qu'une saison, tu vois. Et c'est un peu triste, en fait. Du coup, je l'aime encore presque plus fort à cause de ça. Mais donc, ouais, l'enseignement, c'était genre... modeste, tout peut arriver et vraiment une carrière c'est fait de creux de boss et de moments géniaux et de moments plus imprévisibles, plus tristes. Après ça m'a fait aussi
peut-être réalisé que le lien avec le diffuseur, le choix du diffuseur, le pacte, il était tellement pas clair ce pacte en fait. Enfin, moi, je savais pas quelles étaient leurs attentes. Je sais même pas. De toute façon, ils disent comme ils communiquent pas sur leurs chiffres, tu sais pas ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils attendent 8 millions en fait, en France, je parle, sur 10 millions d'abonnés, ou 2 ou 5. Enfin, c'était quoi j'en sais rien. Je sais toujours pas aujourd'hui. Parce qu'ils te disent, c'est une série française, donc il faut que ça marche en France, c'est le plus important. Après, c'est bonus si ça marche à l'étranger. Ils ont fait une saison 2 de Marseille, donc on sait pas en fait. Ouais, en plus. Non, c'est vrai. Non, mais c'est en plus en disant ça, je dis pas du mal d'eux, mais c'est un moment, c'est des raisonnements, c'est des façons de faire qui nous ont un peu échappé. Mais après, le succès, évidemment, tout le monde le souhaite. Moi aussi, je voulais que ce soit un grand succès. S'il y avait pu y avoir 10 millions de gens qui le voient, j'aurais été très contente. Mais je ne savais pas quels étaient leurs niveaux d'attente. Et en plus, de toute façon, quand tu fabriques, tu ne peux pas penser comme ça. Tu peux pas dire, alors, donc, moi, je vais viser 5 millions. Donc, voilà, pour faire 5 millions, ce que je vais faire. Non, tu vois, tu suis ton chemin, tu suis ton cœur, tu fais du mieux que tu peux. T'essayes d'être honnête, t'essayes que ce soit cohérent, t'essayes que ce soit pensé, t'essayes d'y mettre de toi, de la justesse, de la précision. Tu fais ton métier, quoi. Puis après, tu te dis, si ça rencontre les gens, tant mieux. Mais moi, un peu naïvement, je me disais, mais si c'est sincère, si c'est juste, si c'est touchant, empathique, ça va marcher. En fait, c'est pas quand même comme ça. Et aussi parce que c'est Netflix et que peut-être le public Netflix il est habitué aussi à d'autres trucs et puis qu'il arrive à un truc qui s'appelle drôle, il regarde un quart d'heure, c'est pas tellement drôle, je zappe, enfin tu vois, peut-être. Bon, après maintenant avec le recul aussi, moi je pense, bon c'est facile de dire ça, c'est moi, c'est normal, mais qu'ils l'ont arrêté trop vite en fait. Je pense que c'est une série, et d'ailleurs je le sais parce que maintenant aussi grâce à la SACD et à nos bordereaux on a nous les chiffres au bout de plusieurs semaines, c'est-à-dire que comme eux, ils arrêtent à 20 jours, 20 jours, c'est vraiment très très peu, quoi. 20 jours, tu vois, surtout, comme ils mettent les 6 directement. C'est à la rigueur, t'en mets 2, puis t'attends un peu, puis tu fais monter, puis t'en mets 2. Mais là, ils mettent 6 d'un coup, donc ils attendent une espèce de truc qui doit s'enflammer tout de suite. Et ça s'enflamme pas autant qu'ils le souhaiteraient, parce que c'était quand même pas mal. Mais voilà, ça prend son temps. Et maintenant, je sais qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui ont eu cette série, mais ça s'est étalé comme ça a progressé. Puis en plus, nous, avec la SACD, on voit, c'est par période, tu sais, t'as je sais plus, de telle date à telle date. Et là, t'as les chiffres, de telle date à telle date. Donc tu vois combien il y a au début, puis combien reste jusqu'au bout. Enfin, donc moi, je trouve que le bilan, il est quand même assez bon. Mais donc, pour moi, c'est une série qui aurait dû prendre un peu plus le temps pour s'installer. Et en se disant d'ailleurs, oui, elle est un peu différente peut-être. C'est vrai, c'est pas Lupin, ça travaille pas les mêmes choses. Mais c'est pas grave, peut-être que c'est une plateforme. En fait, je pense que naïvement, moi je pensais que c'était une plateforme où c'était possible. On pouvait faire quelque chose d'un peu plus indé. Et en fait, maintenant, je me rends compte que non. J'étais pas au bon endroit en fait. Cette série n'était pas au bon endroit, je pense. Et après, il y a peut-être des trucs qui sont ratés, et voilà, c'est comme ça, mais. Après, est-ce que ça t'a donné envie d'explorer des choses en particulier pour la prochaine du coup ? Non, mais après, toujours pareil, un projet qui répond à un autre, peut-être me rapprocher de moi, tu vois, si ça doit être quelque chose que je crée. Là, il y avait quand même ce truc de une jeunesse qui est différente, qui me ressemble pas, que je connais moins. Peut-être ça crée aussi un peu une distance et que voilà, le prochain truc, sans dire je vais raconter ma vie, mais un truc qui est peut-être un peu plus proche, ou peut-être je serai plus à l'aise. Bon, peut-être. Super. Et un truc où tu te dis plus jamais ça sur ce pilote ou sur cette série en général ? Plus de plan séquence. Ah, plus de plan séquence. Non, je sais pas. Ok. Bon génial. Merci beaucoup. On va prendre les questions du public. Mais merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On prend 2 questions. Ouais. Il faut des micros. Ouais. Ou non, vas-y, pose ta question parce que sinon après on n'aura plus le temps pour le cocktail et on a envie de manger des choses quand même. Alors moi j'ai vu la série il y a pas longtemps, donc j'ai tardé, j'ai pas regardé dans les 20 premiers jours. Honte à toi, c'est à cause de gens comme toi. Et après être allée au Pana pour la première fois. Et en fait, je me suis dit mais cette série va cartonner, il va forcément y avoir une saison 2, ils vont revenir sur leur décision. Est-ce que c'est quelque chose
Non, bah non, là, ils peuvent plus. Ouais, alors non, en fait, aussi, oui, il faut dire qu'on a été arrêté. Donc, la série a été diffusée, je sais plus, fin mars, donc à peu près fin avril, je sais plus trop. Et nous, fin avril, on était déjà en écriture depuis septembre. On avait repris l'écriture en septembre. Donc, on avait donc toutes les arches de la saison 2, on avait 3 épisodes finis et 3 autres en travail. Donc, c'était horrible. Et non, alors ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont dit qu'ils arrêtaient, il y a eu quand même d'autres diffuseurs qui se sont intéressés, notamment France Télé. Et donc on a évidemment ouvert la porte, on était contents. Et enfin, quand je dis on, mes producteurs et moi. Mais après, en fait, je sais pas, enfin, j'étais pas moi dans les négos, mais ça s'est pas fait. Je sais pas exactement pour quelle raison. Je pense que Netflix demandait trop cher, parce que du coup, il fallait racheter. Et voilà, donc ça s'est pas fait. Ouais, on en a parlé. Mais je peux redire. On a parlé, c'est. Quand il dit ça, quand il dit je suis pauvre et juste après il fait une blague, donc c'est utiliser la douleur et la difficulté et les transformer en humour. Enfin, l'humour comme art de vivre, l'humour comme façon de résister. Et ultimement, l'humour pour exister et prendre sa place, et le micro comme manière de prendre sa place socialement, se faire entendre et participer au grand récit collectif. Voilà. Et écoute, on va... peut-être une dernière question. Vas-y, Marie. Tu vas-y. Ouais. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Ouais. Du coup, non, j'ai dit tout à l'heure, donc, phase de travail, on rencontre plein de stand-uppers, mais vraiment plein. On parle avec eux, on prend plein de notes, tout ça. L'idée, c'était quand même de chercher 1 ou 2 personnes qui allaient vraiment se rapprocher de nous, d'abord en mode consultant. Et donc, on a choisi Jason Brokers et Marina Rollman, qui, pendant plusieurs mois, on a fait plein d'entretiens, mais vraiment fouillé avec eux sur... déjà, raconte-moi ta vie, cette vocation... par où ça passe, c'est quoi ton quotidien, c'est qui tes interlocuteurs, c'est quoi les défis, c'est quoi les obstacles, c'est qui tes copains, enfin vraiment en mode confidentiel, tu vois, mais ils nous ont raconté beaucoup de trucs. Donc ça a beaucoup nourri le récit. Et enfin les arches et les péripéties, et les dynamiques entre eux. Et ensuite, évidemment, le stand-up. Donc, on a voulu recruter des auteurs de stand-up parce qu'on s'est dit, nous, avec nos auteurs, des fois, on fait des blagues, des fois, on est marrant, mais on n'est pas du tout stand-upper, pour le coup. Enfin, tu vois, c'est vraiment une autre façon de réfléchir et de mettre des vannes et des punchlines. Moi, je ne sais pas faire ça. Et donc, on a recruté là Thomas Wiesel, Fanny Ruet, Jason qui est resté, Jason Brokers, et Shirley Soignon. Et tous les 4, ils ont travaillé sur tous les morceaux de stand-up qui sont dans la série. Alors parfois, il y en a un qui était un peu leader, qui disait « Ah mais ça, voilà, j'ai envie de le prendre ». Ce qu'on faisait, c'est que donc on tramait un épisode. On savait qu'on voulait du stand-up à un moment parce que ça allait servir à quelque chose. Les stand-up, en dehors des stand-up des guests, les stand-up de nos personnages servent toujours à quelque chose dans la dramaturgie, dans Drôle. C'est toujours un moment important pour une raison d'histoire, quoi. Il n'est pas gratuit. Et donc là, on disait, là, il nous faut un stand-up d'Aïssa, thématique. Là, on veut un truc très intime, qui va mettre qui met un peu la merde dans son couple, ou qui va être pénible pour son mec. Donc là, on en parlait quand même ensemble. Donc, il n'y a pas 36 trucs. Enfin, rapidement, voilà, on a trouvé l'issue. Et donc là, ils partaient. Après, eux, ils écrivaient des blagues. Donc, il y en a souvent un qui était un peu leader, qui commençait à faire une sorte de premier jet. Puis les autres s'agrégeaient dessus. Ça se finissait par une espèce de monstre de texte avec plein de blagues. C'était marrant. Et on avait un Google Doc ouvert. Donc, il y avait des tonnes de trucs. Après, ce qui était compliqué, c'est que parfois, ça marche bien à l'écrit, mais pas à l'oral. Parfois, il y en a un qui l'a dans sa tête d'une certaine manière. C'est-à-dire que si c'est Shirley qui le fait sur scène, ça va être hyper marrant. Mais si c'est Fanny Ruet, ça va marcher. Et inversement. Enfin, donc, après, voilà, il fallait faire un gros tri. Et donc après, souvent, il y en a un qui était un peu plus responsable et qui se chargeait de proposer une version un peu définitive en gardant un peu les blagues de tout le monde, mais en remettant un peu de fluidité. Et puis après, il y avait évidemment le moment où l'acteur s'en empare, on travaille beaucoup ensemble, on travaille d'abord en lecture,
Après, l'acteur travaillait tout seul. Après, il a travaillé sur le plateau. Les copains stand-uppers étaient là. Tous les soirs où ils ont joué au Barbès, ils étaient là, les stand-uppers. Sauf Thomas Wiesel qui vit en Suisse, mais les autres, ils étaient là. Du coup, ils venaient donner leur avis, ils venaient, tu vois, dire cette blague, elle marche vraiment pas, ou là, tu peux faire ça. Et voilà, donc on a essayé d'enrichir comme ça jusqu'au dernier moment. Et après, il y avait le moment où on tournait, jusqu'au bout. Bon, bah super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Normalement, vous avez tous reçu le scénario écrit donc dans sa dernière version V8 avant le tournage. Donc voilà, n'hésitez pas à lire si c'est pas déjà fait. C'est super instructif. Et puis merci Fanny, merci pour ta générosité. Voilà. Et puis on se retrouve pour manger un morceau et boire un coup. On va se mettre debout. Oui. Les références, est-ce que tu as regardé d'autres séries sur le stand-up anciennes ou Ouais, plein. mais par exemple Mrs. Maisel ou... Ouais, mais Mrs. Maisel, pour le coup,